Ce monde est une arnaque, les gens sont des arnaques, la société est une arnaque, l'éducation nationale est une arnaque, tout est une arnaque en fait. Les gens, ils ont besoin de reconnaissance. C'est là où tu vois vraiment la suite dans laquelle on est, question de consommation, de mal-être. On veut tous enjoliver, on veut tous embellir. Ça a fait monter les deux extrêmes d'un côté, tout est polarisé. Genre on est mort les gars, ils nous ont fumé de malades, c'est fini. Une erreur, c'est si tu mets tout ce que t'as dans un truc. Ça, c'est une putain d'erreur. Le meilleur conseil, c'est vraiment de pas suivre la hype. Si t'as pas cette conscience numérique, les gens peuvent subir un lavage de cerveau à une vitesse phénoménale. J'ai peur. On rentre dans un important talk avec un gars, on voit pas sa tête. Rabin des Bois. Let's go. Bonjour monsieur, bonjour. Ce qui est important, c'est combien de fois vous allez remonter après tomber. C'est tout ce qui compte. En plus, souvent, t'es partout là, un petit peu là. Tu passes dans beaucoup de plateaux là. Bah j'ai sorti ma série sur Canal donc ça va. J'ai fait clip là récemment. C'est lourd ça. Mouloud Achour. C'est sympathique, c'est familial frérot. Vous avez une vraie setup. Ça va, hein? C'est quoi les retours un petit peu là sur la série là? Ça va, hein. Bon après sur Canal+, tu sais, c'est dans une case obscure, Illuminati, inatteignable, en mode Planète Plus, Canal Plus, Doc, genre personne ne peut voir le truc quoi. Moi sur ma chaîne YouTube c'est sympathique, ça va. Après c'est bon, en même temps t'as la marque Canal, donc ça... Exactement, pour le branding. Bien sûr c'est top, moi tu peux communiquer dessus, c'est incroyable. Frérot, je suis passé de arrestation, police, truc, à Canal Plus, Binance, j'ai jamais montré ma tête, Ouais, elle est royale l'affaire. C'est beau. Qui suis-je? Personne. Exactement. C'est le mystère. Exactement, frérot. Mais attends, une question, quand t'es... Pardon, On est en train de tourner là? Ouais, on on démarre. J'aurais été sûr. Après t'inquiète, hein, je te mets à l'aise s'il y a des trucs où t'es pas à l'aise ou trucs, on peut couper. Hein. Bon après c'est la DGSI qui défonce ta porte, pas la mienne, je veux dire. Non, mais après, là franchement c'est un talk entre potes, donc il n'y a pas de... Tranquille, tu vois. L'ambiance. Et attends, je voulais dire quoi, mais quand t'es dans... Rien à voir. Hein. Vas-y, mon frère. Quand t'es dans la rue, du coup tu le retires ou pas le masque? Oui, bah oui. Enfin, quand je suis en forme de moldu, quand je suis en enveloppe corporelle, la synagogue disparaît, mon frère. Donc Okay. forcément, je suis en moi-même, quoi. Enfin, je suis en moi-même, je suis en forme de moldu. Quand tu vas faire tes courses, ces trucs, tes machins, genre... Ouais, t'imagines sinon, c'est quoi le but? Ouais, le but c'est que t'es là. Le mec, il veut trop se faire mousser, en fait. Il est en mode, non, reconnaissez-moi, il met le masque partout. Non, bah non. Quand je suis en... Non, justement, genre, ce qui est bien, c'est que ça permet de scinder les deux. Toi, t'es tout le temps Taylor Chiche, toi, t'es tout le temps Sylvain Pascal. Ouais. Moi, je suis deux personnes, frérot. Et c'est quand que t'as eu l'idée de ça? Quand je me suis fait arrêter, j'ai été... Donc, je te la fais courte, je voulais faire Sciences Po Paris. Ok. Je me suis fait recaler une fois, 2 fois. J'ai hacké l'école. Et après, ils avaient promis de pas porter plainte. Ils ont porté plainte. Moi, je voulais juste faire Sciences Po à la base. Tout ce que je voulais, c'était, tu sais, les méchants de ce monde, les Illuminati, énarques, gouvernement. C'était ça mon but à la base. Ok. Parce que gouvernement, c'est que des énarques. Les énarques, c'est que des sciences-pistes. Reproduction de l'élite, tout ça. Et bah quand ça n'a pas fonctionné, après j'ai fait bon bah à côté j'étais dans le milieu du cybercrime. Enfin il se pourrait que j'étais dans le milieu du cybercrime et bah je me suis fait arrêter quoi. Donc quand tu te fais arrêter là-dedans, c'est fin du rap game. Ok. Et fallait bien que je trouve quelque chose à faire de ma vie, donc l'écriture c'est une passion vraiment depuis que je suis tout petit. D'accord. Et j'avais déjà commencé à écrire un premier livre et puis je me suis dit vas-y, qu'est-ce qui se passe si je mets un masque et je m'appelle Rabin des Bois? Et il se passe qu'on est là aujourd'hui tous les trois ensemble, messieurs. Ouais, Et comment t'as eu l'idée du nom Rabin des Bois? C'est un frérot qui me l'a donné. Ok. Un frérot qui s'appelle Mehdi que j'embrasse. Ok. Très très fort. Rabin des Bois, tu imagines la puissance du message. Ouais, c'est lourd. Le nom, il est... Enfin bref. Il est disruptif. Le branding, frérot. Attention, on est là. Le branding. Ouais, c'est lourd. Et comment tu l'as construit? Comment t'as choisi le chapeau? Comment t'as choisi le masque? Tout moi, par contre. J'ai tout fait tout seul. Des couvertures du livre jusqu'à... En fait, je fais tout seul. C'est un de mes problèmes d'ailleurs, c'est que... C'est pas que j'ai du mal à faire confiance, mais comme mon identité, c'est un peu la clé de voûte de mon business. Voilà, exactement. Je peux pas déléguer, donc j'ai tout fait tout seul. Hein. Je me suis dit qu'un livre couleur jaune, ça flashait, ça sortait de l'ordinaire. Après, je me suis dit rappel du jaune avec le bandeau, le masque en mode Zarma, faut pas parler, et voilà, c'est tout. Ouais. Genre Rabin des Bois, boum, et voilà. Ouais, quand tu veux développer des business autour, que ça soit pour effectivement des livres, des entreprises, quoi que ce soit, tu vois ce que tu as fait aussi Taylor, que ce soit avec le tatouage, avec un style en particulier, etc., qui va être identifiable, ça va être moins poussé directement que Rabin. Ouais. Bah, c'est ce que tu as utilisé aussi dans ton développement. Ouais, après, si on fait pas le même business, mais au final, peu importe le business que tu fais, je trouve que se démarquer, enfin, pour moi, je sais pas si c'est primordial, mais c'est extrêmement important. Ça dépend ce que tu veux faire de ta vie. Il y en a qui aiment être propre sur eux, avoir une image très corporate, carré, etc. Moi, j'ai voulu un petit peu moderniser ce truc-là et dire que c'est pas parce que tu vois, t'es tatoué que t'as des
tu t'habilles, tu as des cheveux en arrière ou du gel, que tu peux pas être un entrepreneur. Donc après, il n'y a pas de règle, quoi, tu vois. C'est vrai qu'en France, on essaie beaucoup de te mettre, enfin, je ne parle pas de la France, mais dans certains pays, dans des cases où il faut que tu fasses telle école, il faut que tu t'habilles comme ça, il faut que tu fasses tel genre de sport, que tu ferais... Non, c'est pas vrai. Au final, tu peux venir tu peux avoir n'importe quel background, tu peux t'habiller comme tu veux, tant que tu te sens bien, à l'aise et que tu es en adéquation avec toi-même, genre, fais-le. Mais moi, je trouve qu'effectivement, quand tu as une image forte, genre, on te reconnaît, tu vois. Donc moi je sais pas si on me reconnaît, mais en tout cas je sais que... Attends, on te reconnaît, c'est sûr ça. Il est bien plus connu que moi, donc on le reconnaît bien plus. Mais un autre truc sur le masque et le chapeau, c'est on vit dans une société qui est tellement fake, où tout le monde un peu prône le même discours, que je me suis dit que si je restais masqué, je pouvais parler avec le cœur et la tête, et tu conserves une authenticité. De fou, tu peux dire ce que tu veux. Exactement. Et l'authenticité, frérot, je pense qu'en 2024, c'est le truc que les gens créent, enfin les gens veulent, tu vois, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, parce que ça y est, sinon on a déjà tout entendu. Il y a déjà 100 000 versions de 100 000 mecs fake qui copient et qui recopient. Et voilà, en étant masqué, je sais que bon, je suis moi-même. Genre, même si demain, un jour, si Dieu veut, on se voit sans le masque et tout, tu verras que je suis exactement la même personne, quoi. Ouais. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais... Non, mais si, c'est bien d'être soi-même. Mais c'est vrai que c'est fort de... C'est un peu comme les Daft Punk de l'époque, tu vois. Genre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils rentrent chez eux, ils retirent le casque, t'es entre guillemets normal, quoi, tu vois. Ouais. C'est cool. Et tu disais que tu voulais faire Sciences Po, mais qu'est-ce qui a fait justement que tu voulais aller vers ça? T'étais dans quel milieu social de base quand t'as grandi? Alors initialement, je suis ce qu'on appelle un juif des bas-fonds, un juif des tréfonds, un juif des profondeurs marines. Mon père il est né en Tunisie, j'ai perdu ma mère, j'étais très jeune, il y a une maladie dans ma famille, c'est la mucoviscidose. Donc à 13 ans, je prends une gifle dans la gueule de lucidité, qui est que... En fait, tout est un scam, tout est une arnaque. Ce monde est une arnaque, les gens sont des arnaques, la société est une arnaque, l'éducation nationale est une arnaque, tout est une arnaque en fait. Et... très vite, je réalise que ma condition sociale, c'est classe moyenne, moins vers le bas, quoi. Et en fait, j'ai grandi super vite. Et j'ai directement senti, en fait, que l'une des façons de s'en sortir, c'est de laver un petit peu du tout-vient avec un diplôme. Et Sciences Po, en fait, c'est la clé de voûte de tout ce système de merde, en fait, où, t'as les mecs du gouvernement qui font l'ENA, après, ils viennent de Sciences Po, tout ça. Donc, pour moi, Sciences Po, c'était... comme HEC, l'ESSEC, Polytechnique. Tu vois, j'ai voulu en gros essayer de laver mon parcours par une espèce de reconnaissance académique. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et du coup, après, j'ai dû pivoter vers quelque chose d'un petit peu plus folklore. C'était quand t'as acquis Sciences Po, du coup, ça arrivait après que tu gravitais déjà dans tout ce milieu-là. Comment t'as commencé à rentrer dans ce milieu-là? Je gravitais dans aucun milieu. Moi, j'ai juste passé les concours pour faire Sciences Po. Je veux dire, la partie du hack, etc. et tout. Comment t'es rentré un petit peu dans tout ça? En fait, quand je perds ma mère à l'âge de 13 ans, si tu veux, tu t'arrives à l'école. T'as fait quoi cet été? J'ai enterré ma mère. Et toi, t'as fait quoi? J'ai regardé Secret Story. Il y a un décalage en fait évident qui se crée entre toi et les autres et il y a un rejet, frère, clairement, rejet de la société, rejet des gens, rejet de moi-même. Tu grandis beaucoup plus vite quand tu perds un de tes proches. Aussitôt, t'as pas le choix que de grandir très vite. Ouais, je pense que ça doit être dur. C'est l'injustice que tu ressens justement quand t'es aussi jeune et que tu perds ça. C'est dur. Tes parents, c'est tout ta mère surtout. Sur ta mère. Après, bon, tout le monde n'a pas la même enfance, tout le monde n'a pas les mêmes rapports, mais quand t'as une enfance un peu normale avec une éducation un peu normale, il n'y a pas plus important. J'ai pas de frère, pas de sœur. Mon père, il avait un job où il était très très souvent absent. Et du coup, le refuge naturel fut l'écran, l'ordinateur. Et si tu allies ça à l'envie de sortir de la merde et de réaliser que rapidement, en fait, c'est triste à dire, mais rapidement, tu tombes dans le cybercrime, quoi, en fait. Et tu disais que c'était moins risqué de base pour toi quand tu as démarré le cybercrime que d'aller faire par exemple du crime dans le monde réel, entre guillemets physique, et c'est pour ça aussi que tu t'es redirigé vers ça? Mais est-ce que c'est puni de la même façon ou pas? Pardon? Est-ce que c'est puni de la même façon le cybercrime? Non, pas du tout. C'est beaucoup plus léger. Je veux dire, aujourd'hui, si on parle sérieusement, tu as beaucoup plus d'argent sur Internet que dans la rue. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte, tu vois, à part si t'es, je sais pas moi, Tony Montana ou un truc comme ça, quoi, mais on va doser au bout d'un moment, tu vois. C'est en banlieue parisienne. Après, il y a des très grosses têtes qui gagnent beaucoup d'argent. Ne venez pas chez moi me tuer, s'il vous plaît. Mais oui, sur Internet, tu peux gagner énormément d'argent très rapidement. Pas de limite, tu touches des milliards de personnes. Ouais, voilà, tu touches des milliards de personnes. Je veux dire, il suffit de un botnet, de un bon profil sur un marché du darknet, et tu peux générer énormément d'argent. Et surtout, c'est beaucoup moins risqué. Faut être honnête. Des dealers, combien s'en font attraper tous les jours? Il y en a plein. Bien sûr. Des mecs qui chouent, des trucs, des machins, tout le monde.
Combien, par contre, de cybercriminels se font attraper tous les jours? Beaucoup moins. Ouais, j'imagine. Mais ça a été quoi les premières choses que tu as fait, du coup? Ça, je reconnais. Ça, c'est la question. Genre, je devrais pas répondre. Je devrais répondre. Ça, je réponds pas. C'est les problèmes. Non, je vais te répondre, frérot. J'ai fait, alors j'en parle dans mon premier livre, du coup, j'ai fait une escroquerie sur PayPal. Okay. Enfin, il se pourrait que tu en aies fait voilà, que quelque chose se soit passé. De toute façon, il y a prescription, j'en ai rien à foutre. Je sais que c'est quand même, enfin, la personne qui a investi le plus sur shares. Ouais. Je sais. Sur notre boîte, c'est Peter Thiel, c'est le cofondateur de PayPal. Je sais, mais j'adore ce mec, hein. Mais la prescription, de toute façon, c'est fini comment T'inquiète. Donc, t'as hacké notre investisseur. Ouais, non, mais sur PayPal, en gros, je te la fais très simple. Pour info, je ne sais pas du tout à quoi il ressemble, donc ne venez pas me voir. Je n'ai jamais vu son match, je ne sais pas quoi il ressemble, je ne sais pas où il vit. Voilà. Personne ne sait, hein, soit dit en passant. Ouais. La série que j'ai vendue à Canal, même Hanouna, il sait pas qui je suis. Hanouna, c'est mon producteur sur la série, c'est pour ça que je dis ça. Personne ne sait à quoi je ressemble. Justement, sinon c'est pas drôle, sinon c'est nul. Genre, le but, c'est de le faire en mode hardcore, de vendre la série à Canal en étant masqué de A à Z. Même avec Binance, ils savent pas. Enfin, bon, bref. PayPal. Ouais. PayPal, en gros, concrètement, mais je sais pas si je devrais le dire parce que tu peux encore le faire. Donc, je vais juste dire. Parce que là, ne le dis pas, ouais. Voilà, je vais juste dire que sur PayPal, en gros, il y avait des failles de sécurité à l'époque et qu'en gros, c'était très simple, hein. Ça n'a rien à voir en soi avec du code, du virus ou quoi que ce soit. C'était très simple, c'était très logique. C'est juste qu'à l'époque, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Je te parle de ça maintenant, il y a plus de 10 ans. Et sinon, par contre, je peux te raconter ce que j'ai fait pour gagner pas mal d'argent. Là-dessus, on peut en parler librement. C'est BlackBerry. Donc à l'époque ils avaient la cote de fou. Maintenant ça a déposé bilan. C'était la classe. Avec les BBM là, c'était incroyable. Frérot, BBM, Obama, genre c'était le message. T'avais un BlackBerry, t'étais quelqu'un. Et en gros ils avaient sorti une tablette. Ils voulaient faire un peu comme iPad. Et en fait dans leur. Elle était plus petite d'ailleurs. Elle était petite effectivement. Et en gros dans leur comment dire. C'est-à-dire que si t'envoyais le numéro de série à BlackBerry en disant ma tablette est cassée, ils t'en renvoyaient une. Et en fait, j'avais des Dropbox et j'avais plusieurs numéros de série de plein de tablettes que je récupérais après en allant voir les gens sur Le Bon Coin, les trucs, les machins. Et ça s'appelle, c'est un nom dans le cybercrime, je veux pas le dire pour pas que les gens se documentent et tout ça, parce que le but quand même aujourd'hui c'est d'être du côté, voilà. Tu peux nous le dire, on a que 10 millions de personnes qui nous suivent. On va éviter quand même, mais donc, en gros, concrètement, il y avait un glitch, il y avait un bug où tu pouvais avoir tablette illimitée sur BlackBerry. Et moi je les revendais tout à vrai. Donc j'ai gagné pas mal d'argent. C'est mignon. Ouais, c'est familial. C'était pas directement des consommateurs que t'allais. Non. C'était vraiment toujours en mode Rabin des Bois, les grosses entreprises à qui t'allais prendre. Est-ce que déjà t'aimais le dessin animé Robin des Bois? Enfin, le film. Disney, ouais. Disney, ouais, je kiffais. Okay. Je kiffais, je me souviens des pièces d'or du frère Toc et tout. Ouais. Les pièces d'or quand ils volent le roi et tout, ça m'a marqué un peu. Ouais, moi, je kiffe l'histoire de Robin des Bois. Ok, charmé. C'est un frérot. Donc, du coup, le switch que t'as eu de passer de l'autre côté, ça a été du coup après l'arrestation, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, dans le cybercrime, il y a une règle, c'est te fais pas arrêter. Parce qu'à partir du moment où t'es arrêté, c'est fini. Et puis, pour être très honnête avec vous, il y a plusieurs agences de renseignement après qui m'ont fait des appels de phare, on va dire. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que t'es sur écoute, que c'est fini, quoi. Tu vois, genre, le jeu n'en veut plus la chandelle. Moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était l'argent. J'ai plus qu'un père dans ce bas monde. Je vais pas aller me mettre dans des embrouilles, je finis en prison, et tu vois, genre, ça serait pas. Mais il y a pas une happy ending où, parce que dans la plupart des cas, tu vois, quand tu prends même, à l'époque, Franck Abagnale sur. Moi, si tu peux. Ouais, ou même lui, ou plein d'autres, tu vois. Par exemple, lui, c'était l'histoire d'échecs, et au final, il a travaillé pour le gouvernement américain, pour les banques, et aujourd'hui, il prend des millions à l'année par la Legal Way, tu vois. Donc, au début, il a escroqué, et après, il a été approché justement par le gouvernement et toutes ces banques-là pour créer des chèques sécurisés. Donc, est-ce que une happy ending, par exemple, de toi, tu vois, à avoir de se dire qu'à la fin, tu pourrais travailler pour le gouvernement ou pour un truc comme ça, ou pas du tout, ou pour un privé, hein, pour une entreprise. J'ai tendance à penser que on m'a proposé, pour être très honnête, mais j'ai plus envie d'être un pion sur l'échiquier, quoi. Ça m'intéresse plus d'être. En fait, j'ai envie d'être maître de mon destin. Après, pourquoi pas, tu vois, on sait pas. Ça se trouve un jour, je vais développer quelque chose et le gouvernement sera un client. Peut-être, tu vois, il y aura des choses comme ça, on sait pas. Je te le souhaite. Merci beaucoup, frérot. Mais non, pour l'instant. Concrètement, Rabin des Bois, c'est mon activité principale. Ok. Et donc, j'écris des livres. J'ai une chaîne. T'es beaucoup dans de la prévention, dans de l'éducation maintenant aussi, pour faire prendre conscience aux gens justement de tout ça, je pense. Ouais, j'ai développé un terme qui s'appelle la conscience numérique. Ouais, c'est super intéressant. Il y a les viandes
et il y a ceux qui mangent les viandes. Et il faut essayer de pas être une viande, en fait. Parce que tu vis dans un monde aujourd'hui où tu passes la plus claire partie de ton temps devant un écran et les gens ne savent même pas comment ça fonctionne. Les gens n'ont aucune idée. Là, récemment, tu vois, il y a le plus gros prestataire de mutuelle français qui s'est fait hacker. 33 millions de Français concernés. Nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale. Tu peux être certain que dans les semaines à venir, des gens vont recevoir des SMS, vont recevoir des emails de phishing, de tentatives d'arnaque. Et en fait, si t'as pas cette conscience numérique pour te rendre compte que le mec est en train d'essayer de t'escroquer, bah, tu te fais escroquer, frérot. Donc, T'as déjà été victime d'escroquerie comme ça, Taylor, toi, digital ou Écoute, je touche du bois, pas vraiment, parce que j'ai toujours fait... J'ai un père qui a toujours été... Enfin, tu vois, qui a un peu peur de tout, entre guillemets. Donc... tu vois, à chaque fois, dès qu'on recevait un courrier, une lettre, je sais pas, quand j'étais gosse, tu vois, ou un appel, tu vois, donc, du coup, ça m'a un peu toujours, tu vois, tenu en alerte. Et maintenant, c'est vrai que, tu vois, je reçois un message, je clique pas dessus, je reçois un appel, je réponds pas, enfin, tu vois, genre... J'ai trouvé excuse-moi, je te coupe. Ouais. J'ai trouvé ton adresse email dans 8 leaks différents. Ok. Faudra faire attention quand même si jamais tu utilises encore les mêmes mots de passe qu'avant et tout. Ok. Faire un petit peu de... On verra ça. Mais ouais, avec plaisir. Mais non, enfin, tu vois, genre, oui, tu vois, bien des tentatives, t'en as tous les jours, bien sûr. T'es jamais tombé dans un Non, écoute, franchement, je touche du bois parce que voilà, je fais toujours un peu attention. Après, on n'est pas... Voilà, tout le monde. Ouais. Bien sûr, ça peut arriver à tout le monde. Moi, je me suis fait... C'est pour ça que je regardais tes chaussures, tu vois, avec les Clonex. Moi, je me suis fait hacker, mais sale, mon wallet. Ah, mais je me suis fait hacker. L'Ether, il était au pic, genre, tu vois, son ATH. Tu sais, c'était le moment où on s'était croisés à Dubaï, à la Binance, à un event, je crois, à Binance, à Dubaï, il y a 2 ou 3 ans. C'était en plein boom et tout. J'étais à fond sur Clonex, tu vois. J'en avais acheté, genre, je crois, j'en avais 2, mais genre, qui étaient vraiment des gros trucs, et c'était genre 20 Ethers ou 25 Ethers, tu vois, le Clonex, tu vois. Et à un moment donné, genre, je vois un mec sur Twitter que je suivais, et c'était le head of content, tu vois, de Clonex, tu vois. Donc je me dis, putain, le mec il est crédible, tu vois, il est sérieux, genre lui quand il met quelque chose, je peux suivre ce qu'il met, etc. Et c'est devenu un bon pote. Et en fait, j'avais pas fait gaffe, mais en fait, il y avait un autre compte à moi qui s'était abonné, qui était le même que ce mec-là, avec le même nombre d'abonnés, avec les mêmes nombres de posts, avec tout pareil. Et je l'avais follow aussi, et j'avais pas vu, mais je suivais les deux. Et je savais pas qui était le vrai, qui était le faux. Et un jour, à 2h du match, je vois le mec qui met un post, genre, tu sais, un tweet, airdrop, ouais, en mode airdrop, cliquez là, etc. pour l'accéder, mais uniquement pour les gens qui ont tel type de Clonex, tel truc machin. Je me dis, putain, c'est mon genre de chance, entre guillemets. Je clique sur le truc, j'essaye de connecter mon wallet, ça marche pas. Je me dis, ah ouais, ça a dû bugger, je le refais 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais alors tu sais, comme un con. Et après, il se passe quoi? J'attends un petit peu ou quoi, et j'avais quelqu'un au téléphone, en plus un pote qu'on a en commun ou quoi. Et cette personne-là, il me dit, ouais, je viens de me faire hacker, etc., c'est chaud. Et je lui dis, ah ouais, putain, t'as pas de chance, tu vois. Et je vais sur OpenSea, moi, à ce moment-là, pour regarder un petit peu le prix, comment il montait tout, et je vois les miens qui sont sur le floor, tu vois. Et je vois les miens sur le floor, je me dis, ah bah attends, mais c'est pas possible, c'est les mêmes que les miens. Je reviens sur mon wallet, je rafraîchis, je voyais, j'avais tout qui était parti, tu vois. Et j'avais tout perdu, j'avais perdu genre quasiment 6 chiffres, tu vois, en 10 secondes. Ils ont drainé ton wallet. Ils m'ont drainé mon wallet sale. C'est ouf, hein. Et c'est là que j'ai compris que c'était vraiment le Web3, ça peut être très très dangereux aussi. Et c'est, tu sais, après j'ai essayé de voir si on peut pas leur envoyer un mail, un truc, un machin. C'est mort dans le film. C'est trop dur, franchement. Là, tout le truc NFT là, c'était. Bah, tout ce qui est crypto-monnaie est décentralisé, NFT décentralisé, donc en fait, tu fais une erreur, c'est toi le responsable, quoi. C'est pas comme tu peux appeler la banque en train de dire, les gars. Ouais, encore les cryptos, tu passes par des vraies plateformes. Enfin, tu vois, on est tous agréés. Enfin, tu vois, on est agréés, donc on a des obligations, etc. On fait quand même attention. Mais les NFT, tu reçois des codes, tu dois les cacher, tu dois les... Non, c'est le Far West, c'est très clairement, c'est le Far West, c'est dur. Et puis en plus, c'est sorti de nulle part, tu vois, donc c'est sorti d'un chapeau... Enfin, ça a blew up en 2021. Toi, comment tu le vois tout ça, le Web3 sur la NFT, non, la crypto, différentes choses, mais... Franchement, je suis à fond dessus, j'adore la NFT, j'ai pas d'avis. Je pense que, effectivement, en fait, je pense que tu as 99% de scams qui ont totalement fucked up le marché, des 1% qui étaient réels. Et là, aujourd'hui, quand tu parles d'NFT, et tu vois, toutes les marques, hein, que ce soit Nike, que ce soit tous ces gros trucs-là, elles ont investi une tonne. Aujourd'hui, plus personne n'utilise. C'est-à-dire que ouais, les NFT, je te rejoins totalement. 99% déjà, ça vaut zéro maintenant. Là, oui, c'est du scam. Il y a quand même eu des utilités. On parle notamment donc, des chaussures. Je sais pas si je peux les montrer comme ça, mais donc en gros, ça c'est des artefacts. Ouais. Artefacts, c'est le studio qui a fait les Clonix. Ouais, mais c'est avec Nike aussi, non? Exactement. Donc c'est Nike et c'est un copain à moi qui s'appelle Samuel Cardillo, qui est CTO chez Nike. Et en fait, t'as acheté le NFT, t'as un nombre limité de NFT, et le NFT, une fois que tu le burns, tu reçois des chaussures dans la digital.
Et il a fait une collab avec Murakami, qui est un artiste japonais. Ils ont sorti genre 10 paires. Et donc, tu vois, celle-ci, par exemple, c'est magnifique parce que, il y en a genre 700 au monde, un truc comme ça. Tu peux les scanner parce qu'il y a une puce NFC à l'intérieur. Donc, ça met fin comment dire, à la contrefaçon. Ouais. Personne ne peut, en fait, faire de la contrefaçon. Mais ça, encore, tu vois, c'est un vrai truc. Le problème, c'est que les scams ont, pour moi, dégrader l'image de vrais mecs ou de vrais produits comme ça. Vraiment des vraies choses. C'est horrible. Et le problème, c'est que, bien sûr, tu as des scams dans plein de business différents, mais les business sont un plus haut level. Tandis que là, le NFC, c'était vraiment nouveau. Tu as tout le monde qui s'est engrangé dans cette niche-là. Et au final, tu as 97% scam pour 1% de. Enfin, tu vois, quand tu vois même avec les Bored Ape, putain, ce que ça valait, ce que ça vaut aujourd'hui. C'est dur. C'est très dur. Même nous, on avait acheté des Land. Franchement, je vais pas dire de bêtises. Moi, en plus, je l'avais chauffé de ouf. Je l'avais dit, t'inquiète, frérot. Franchement, je sais pas combien on a investi. On avait acheté une tonne de land. Mais j'étais à 4 ou 5 heures du mat, j'étais là en train d'attendre sur Minté, il y avait 2 ETH de frais, de gaz fils, Écoute, on a acheté une tonne de land. Aujourd'hui, si elle vaut 50 balles la land, alors qu'on l'avait acheté au moins 10 ou 20 000 balles, je sais même pas, je vais dire une connerie. Enfin, en tout cas, c'était pas ce que ça vaut aujourd'hui. Non, franchement, c'est dur. Et tu penses que tu vas être millionnaire et au final, c'est pour ça que pas mieux qu'un bon business physique ou en ligne, mais que tu vois, tu peux gérer, quoi. Faut pas faire confiance à la hype. Don't trust the hype. Les moi, NFT, il y avait une hype de malade. Et t'as raison de le dire, et c'est important de le dire parce que c'est même pas que la hype des NFT, c'est la hype dans tout business. Quand il y a un produit comme ça qui blew up d'un coup, moi, franchement, je vais jamais dessus. Pourquoi ? Parce que rien que le temps que je comprenne, que je me mette dedans, c'est déjà terminé. Donc pour moi, c'est pas un business qui est durable. Et moi, sur toutes les activités que j'ai voulu faire et que j'entreprends, ça a toujours été un truc où ça n'a jamais été un sprint, mais plutôt une course de fond. C'est toujours un business que j'ai voulu scaler. Après, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent. C'est un drop, ils font de l'argent pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, le produit est mort, ils passent à un autre business. Et ils font ça comme un effet catapulte. Et ils font ça sur plein de business différents. Moi, je déteste faire ça. J'aime aller sur un produit, aller vraiment deep dans le truc, le développer, le scaler et le vendre. Que ça fonctionne, mais voilà. Mais après, sur ce genre de truc-là, c'est trop compliqué d'être. Enfin, moi, la hype, tu vois, comment gagner 1 million d'euros en 6 mois, je sais pas faire, moi, ça, tu vois. Genre, je ne sais pas faire. Je sais les gagner sur du long terme, mais c'est les conserver, après les multiplier petit à petit, mais regarde, même quand on en parlait avec les autres invités, genre vraiment tu vois, la patience, enfin tu vois, genre et puis tu le vois, même des mecs, on en reparle à chaque fois, je suis désolé de leur citer, mais tu prends même des mecs comme Elon Musk, pour moi c'est les meilleurs exemples. C'est putain, combien d'années ça a pris avant même tu vois, ils ont perdu une tonne, ils n'ont pas cherché à faire le casse du siècle en 24 heures. Donc il y en a qui gagnent leur argent très bien comme ça, mais ce qui est important de dire, c'est qu'il faut pas que les gens pensent que tu peux être millionnaire en 6 mois, parce que ça représente 0,0001% des gens, et la plupart des gens qui font ça, derrière, ils font pas grand-chose. Oh, t'en as beaucoup aussi, moi je l'ai vu, qui l'ont fait ou qui ont fait des millions, même des fois en des 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais après, par contre, la question c'est est-ce que tu arrives à les conserver, et très souvent, quand tu les fais rapidement, tu les perds aussi rapidement. Et je me rappelle, on en parlait à l'époque. L'argent que tu gagnes facilement, tu le dépenses facilement. Ouais, l'argent, mais ça c'est pour tout le monde pareil. L'argent que t'as su, si aujourd'hui tu gagnes 100 euros, en 10 minutes, tu vas les dépenser. Par contre, si c'est 100 euros, tu as mis 1 mois à les gagner, crois-moi que tu vas pas mettre 10 minutes à les dépenser. Là, tu vas réfléchir. Pendant 1 mois, tu vas dire, si j'ai cet argent, qu'est-ce que je vais faire avec ? Tandis que si tu as l'argent tout de suite, tu vas vouloir faire le spender. Et ça, c'est l'humain qui est comme ça, c'est logique, tu vois, genre, c'est normal. Donc ouais, pour moi, je suis totalement en accord. L'argent que tu gagnes facilement, tu le dépenses facilement. Ça revient un peu à est-ce que tu as travaillé pour avoir cet argent ou est-ce que l'argent t'est tombé dessus ? Bien sûr. Et on a vu qu'en crypto, NFT, tout ça, les mecs sont devenus multimillionnaires du jour au lendemain pour aucune raison. Et la plupart, soit ils ont flambé, soit ils savent pas comment conserver cet argent, le faire fructifier. C'est ça. Je rejoins tout à fait ce que vous êtes en train de dire. Bien sûr. Toi, t'investis dans quoi un petit peu Alors, j'aime pas trop l'euro, le dollar. Pour moi, c'est le plus gros scam de tous les temps. Donc, pourquoi parce que si tu regardes ce que c'était 1 million aujourd'hui, si tu regardes ce que tu peux faire avec 1 million aujourd'hui, est-ce que tu pouvais faire avec 1 million il y a 20, 30 ans, tu te rends rapidement compte que le million d'aujourd'hui ne vaut plus rien, quoi. Ah, ça vaut rien. Donc j'ai tendance ne vaut plus rien, faut relativiser. 1 million d'euros, c'est énormément d'argent, bien sûr, mais en termes de pouvoir d'achat, voilà. Donc j'investis dans des choses que, entre guillemets, je comprends, même si je suis jeune, donc je comprends rien du tout. Donc l'horlogerie, j'aime beaucoup. On m'a toujours dit que l'horlogerie, et donc j'achète en magasin, vraiment, j'achète chez Rolex, chez Audemars Piguet, j'achète pas des resellers. Voilà, exactement. L'immobilier, bien évidemment. Et après, les cryptos quand même, parce que j'ai tendance à penser que le Bitcoin, c'est vraiment l'or numérique de notre génération et que c'est... Donc, majoritairement, ces 3 classes d'assets-là. Ok. Voilà. Donc, toi, t'es là ?
Alors, écoute, moi, c'est vrai que j'étais très montre, très bijoux. Je le suis beaucoup moins. J'achète toujours pour quand t'as des belles pièces, mais en vrai de vrai, je porte plus du tout de montre. Je mets tout au coffre. Pareil. Ouais. Je mets tout au coffre. Je porte plus du tout. Déjà, je peux pas faire le mec, mais c'est dangereux, quoi qu'il arrive aujourd'hui. T'as beau avoir 4 agents de sécu, ce que tu veux. Tu vois, même moi, quand je sors, j'ai toujours, tu vois, pas 4 personnes, mais déjà, avec mes amis, peu importe qu'ils soient connus ou non, on est toujours avec de la sécurité. Moi, quand je sors seul, j'ai toujours un gars avec moi. Mais au final, quelqu'un il va te braquer, tu vois. Donc, franchement, déjà, on est vachement exposé, je préfère éviter, donc j'ai pas de monde chez moi. Et plus rien. Et puis, en fait, j'avais eu un gros cambriolage il y a quelques années. Et ça m'a mis. C'était une bonne leçon. C'était une bonne leçon. Et depuis ce jour-là, franchement, déjà, j'ai plus rien chez moi. Ouais. Franchement, tu viens chez moi. Bien sûr, tu as les alarmes, les assurances, les trucs, etc. Mais tu peux venir. Hein. Il n'y a rien à voler. Il n'y a rien à voler, tu vois. Il n'y a rien à voler. À part si tu veux voler des assiettes, une télé et une PlayStation, pourquoi pas, mais tu vas rien trouver. Il n'y a pas d'argent. Dans mes business, c'est pas des business à cash. Il n'y a pas d'argent et il n'y a pas de montre, il n'y a pas de bijoux. Il n'y a que dalle de chez que dalle. Donc, tu vois, les seuls bracelets que j'ai, ils sont sur moi. Ils sont toujours sur moi et ça vaut 2 balles. Hein, ça vaut rien du tout. Donc, clairement, c'est symbolique, tu vois. Ouais. Mais ouais, donc les montres toujours. Mais voilà, c'est au coffre. Pour moi, c'est des trucs que tu laisses pour tes enfants, tu vois, c'est bien parce que, et en plus de ça, quand tu achètes une montre, c'est l'argent que tu aurais dépensé quelque part. Oui. Dans des sapes, dans des vacances, dans des sorties, tu l'aurais dépensé. Au moins, tu as une montre, bon. Bien, en vrai de vrai, pour moi, il n'y a pas mieux que d'avoir du cash flow en banque. Enfin, d'avoir de l'argent. Le mec qui a du cash flow, c'est ce qu'il y a de mieux parce que la capacité à dégainer pour une affaire, ça n'a pas de prix. Oh, mais tu te fais tuer par l'inflation, du coup. Oui, mais bon, après, ça dépend comment tu le gardes. Mais moi, j'aime quand même le cash flow qui permet de déclencher un truc et d'aller plus vite que n'importe quelle personne. Quand il y a une opportunité qui se présente au bon moment, tu arrives, bam, et tu l'as. Et pas de se dire, faut que je vende ci, faut que je vende ça. Mais les montres, oui, les montres, après, est-ce que c'est mon premier investissement? Clairement, non. Loin de là. Non. Mais j'en ai et j'apprécie en tant que customer, mais j'en porte quasiment pas, très peu. Après, oui, immobilier à fond. Et après, j'ai réinvesti énormément dans tous mes business. Parce qu'encore une fois, je trouve que c'est obligatoire. Quand tu montes un business et quand tu lèves des fonds, etc., tu es obligé de mettre un petit peu ce qu'on appelle mouiller le maillot. Parce que voilà, même si tu donnes ton temps, toute ton expérience, ton énergie, c'est bien aussi d'investir son propre argent dans tes affaires. Pas tout, bien sûr, mais une partie. Donc voilà, moi, je réinvestis à fond dans mes boîtes. Et ouais, la partie IMO, parce qu'on en revient toujours, la partie IMO, je le répète, et c'est redondant peut-être, mais pas pour moi, parce que je trouve que c'est vraiment pour moi, je le répète encore une fois, le business le plus safe. Ouais. Tu as de l'argent, tu fais de l'IMO. Ouais. En fait, et tu n'as pas besoin d'acheter. Tu sais, j'entends tout le monde qui me dit oui, j'ai pas d'argent. C'est dur, mais je te dis pas d'acheter un immeuble. Achète une place de parking. Ouais. Achète une studette. Achète même pas un studio. Achète même une studette au 7e étage. T'inquiète pas, tu vas trouver. Les gens ont besoin de se loger. Donc commence par quelque chose. Ça te donne l'envie d'eux. Et quand tu commences comme ça, même jeune, quand tu auras plus d'argent, tu auras l'expérience et tu pourras acheter un appart, une maison, un immeuble. Mais non, c'est bien. Non, c'est bien que tu le mentionnes parce que même malgré tes activités, à la fin, tu vois, il pourrait ne pas le faire. Non, c'est la chose, c'est primordial, hein, très honnêtement. Après, bon, je suis pas encore à vos niveaux de richesse. Ouais. Un jour, si Dieu veut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, l'immobilier, c'est une évidence. Tu vois, t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Je le rejoins. Au final, t'achètes quelque chose qui est éclaté au sol, tu le retapes. Déjà, tu travailles. Ouais. C'est quelque chose de bien. Tu comprends le milieu. Tu peux faire une plus-value, après tu peux le louer, pour moi c'est essentiel. Les montres en l'occurrence, moi j'en porte quand je suis en Rabin des Bois parce que personne ne sait qui je suis. Ouais, bien sûr. Donc c'est simple, après je la mets au coffre directement. Quand je suis en forme de moldu, jamais je porte une montre. Mais ouais, pour moi IMO, montre et Bitcoin. Okay. Tout à l'heure tu parlais de conscience numérique. Est-ce que tu investis sur Shares pour le Bitcoin? C'est important. Je suis ambassadeur Binance pour l'instant. Mais quand je serai ambassadeur de Shares, t'inquiète pas. Shares est bien meilleur. T'inquiète pas. Il mettra le t-shirt, le masque, bien sûr. Le chapeau. Je serai corporate, Taylor. Parfait, j'aime ça. Tout à l'heure tu parlais de conscience numérique. Moi il y a un autre terme que tu emploies souvent que je kiffe, c'est le fait qu'on est le produit de l'algorithme. Ouais. Tu peux détailler un petit peu ça? Alors, très simplement, si on suit un petit peu les sociologues de nos jours, on te dit que tu es le produit de ton environnement. Bourdieu, tout ça. Exactement, Bourdieu. C'est-à-dire que si tu es entouré de voyous, tu vas être un voyou. Si tu es entouré de riches, tu vas devenir riche, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, on devient le produit de l'algorithme. Parce qu'en fait, là où avant, on avait une idéologie qui nous était transmise soit par les gens qu'on fréquentait, soit par l'éducation, aujourd'hui, en fait, tout passe par le téléphone. Tout passe par ça. Absolument tout. Donc,
Si t'as pas cette conscience numérique, les gens peuvent se faire brainwash. Donc, les gens peuvent subir un lavage de cerveau à une vitesse phénoménale. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu regardes les réseaux sociaux, on a l'impression que si aujourd'hui, à 17 ans, t'es pas multimillionnaire, t'es pas en... Exactement. Ouais. Et donc, en fait, les gens deviennent des produits de l'algo en se disant, faut que je fasse de l'oseille, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Pour les filles, c'est exactement pareil. On te fait croire que si t'as pas 200 000 abonnés sur Insta, t'es moche, t'es trucs, t'es machin, il faut... ou si t'as pas tel corps, ou telle chose, ou telle caractéristique. Et donc, en fait, les gens deviennent des victimes de l'algorithme. Donc, le produit de l'algorithme, malheureusement, Mais tu vois, même avec les gens qui ont acheté les pastilles bleues, tu vois. Parce que ça avait l'oseille que j'ai fait là-dessus. Alors, je les remercie. Après, moi aussi. Non, mais après, en fait, si pour moi, t'es éligible à l'avoir et que tu l'as pas, que tu souhaites l'acheter, c'est autre chose. Parce que voilà, mais pour moi, si t'es vraiment quelqu'un, moi personnellement, si je faisais pas ce que je faisais, que tu vois, j'avais un travail normal, j'avais une vie un peu plus normale, etc., je m'en foutrais, tu vois, d'avoir une pastille. Mais là, les gens, ils ont besoin de reconnaissance. Tu vois des gens, c'est normal qu'ils l'aient. Tu vois, des gens, je vois mes entrepreneurs qui l'ont pas, je me dis putain, c'est pas normal qu'ils l'ont pas. Quand même, ils ont changé beaucoup de choses. Par contre, tu vois des gens qui sortent en boîte tous les week-ends. Mais pourquoi en fait ? T'inquiète pas, personne va te hacker, personne va prendre tes photos. Hein. En fait, fais-moi confiance. Hein, genre, on s'en fiche. Ce que tu postes, c'est des photos en boîte de nuit, mais mec et meuf. Hein. Et franchement, genre, j'aime pas dire ça, mais j'ai pas beaucoup de respect pour ces gens-là parce que, en fait, tu vois, pourtant je suis tatoué. Tu vois, c'est limite maintenant. C'est mieux de pas être tatoué, tu vois, que d'être tatoué. Parce qu'en fait, comme tout le monde est tatoué, tout le monde va se faire tatouer, donc parfois c'est mieux de revenir à un peu comme la pastille. Des fois, tu te dis putain, genre, tu sais quoi, j'ai envie de retirer ma pastille, d'être à un profil normal juste pour te montrer que c'est pas la fin du monde, tu vois. Genre, tranquille. Et les gens ont absolument besoin. Si t'as fait quelque chose, t'as une boîte, t'es un personnage public, ta boîte elle est connue, c'est bien, tu vois. Au moins, on sait qu'il y a un profil certifié avec ta pièce d'identité. Mais pour le reste, franchement, j'ai vraiment du mal avec les gens qui font ça. Mais t'as bien compris, tu vois, il y a une espèce de complexe. C'est pour ça que les gens font ça, en fait. Parce qu'il y a un complexe clairement qui est établi, donc encore une fois victime de l'algorithme. Meta l'a très bien compris et du coup c'est pour ça que maintenant tu peux acheter l'assertif sur Instagram et Facebook. Je vais pas dire de bêtises, je sais plus si c'est 80 millions ou 800 millions, mais ils ont fait ça en une semaine. Ouais, c'était 800 millions, ouais. Surtout c'est du recurring en plus. Mais oui, et c'est du recurring. Et ça leur coûte zéro. Mais littéralement, ils ajoutent juste une feature avec un bouton. Tu te rends compte ? Ça veut dire que c'est ouf, Zuckerberg imprime de l'argent sur le mal-être social des gens, sur le besoin de. Et il augmente la valorisation vu que c'est du recurring, le truc c'est incroyable. C'est incroyable et ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure avec le produit de l'algorithme, quoi. C'est les gens ont besoin de ça. Et après, mais ce que c'est dommage. Alors, c'est bien d'un point de vue business, c'est hyper smart de la part de Zuckerberg. Après, je trouve que ça n'a pas de sens, tu vois. Genre, maintenant, ça vaut plus rien. Tout le monde est certifié, donc ouais, ça tout vaut le monde plus est rien. certifié. Enfin, je veux dire, à l'époque, t'étais certifié, c'était cool, tu vois. Mais là, mais même moi, le premier, je pense que, tu vois, on devrait revoir une règle. Prendre profil par profil, est-ce que tu es vraiment éligible à être certifié ? Moi, le premier, ça me va de passer au scan, tu vois. Si je suis pas éligible à être certifié, retire-la moi. Ça va rien changer, je ferai les mêmes stats, j'aurai la même, tu vois. Surtout aujourd'hui. À l'époque, quand j'ai voulu l'avoir, oui, c'était tu vois, je me dis pourquoi je l'ai pas, truc machin. Aujourd'hui, quand je vois que tout le monde l'a, bah, tu te dis, passons tout le monde au scan, laissons vraiment les gens à qui. Et je veux bien passer le premier. Si aujourd'hui ils me disent que je suis pas éligible à l'avoir, pas de problème, prends-la. De toute façon, ça va pas changer grand-chose. Mais non, c'est là où c'est là où tu vois vraiment la suite dans laquelle on est, qui est de consommation, de mal-être, et que tu veux vraiment genre, on veut tous enjoliver, on veut tous embellir. Moi, le premier, tu postes sur Insta. Tu mets des bons moments, tu mets des choses particulières. Tu veux choisir, non mais tu veux choisir une plus belle photo, tu vois, genre tu vas pas choisir une photo où t'es dos, où tu tires la gueule, t'as un œil fermé. Non, tu vas choisir la plus belle. Tu veux l'enjoliver. Mais il y a une différence, tu vois, entre enjoliver et puis vouloir montrer aux gens que t'es, voilà, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que j'ai pas de réseaux sociaux en enveloppe de Moldu, donc sans Raban des Bois, j'ai pas de réseaux sociaux. J'ai des réseaux sociaux sur Raban des Bois parce que forcément c'est du branding, c'est du business. Je suis pas obligé de le faire, mais je serais stupide de. Ah ouais, ce serait dommage. Voilà. Donc, mais sinon. T'as créé des masques ou pas ? Pardon ? T'as créé des masques ou pas ? Pas encore. Mais pour l'instant, en fait, je me suis majoritairement concentré sur le branding. Quand même, je me suis fait arrêter. J'ai une image qui est assez compliquée, donc maintenant j'ai une série sur Canal+. Ton image, quand même, je trouve, elle s'est vachement améliorée là maintenant avec tout ce qui s'est passé avec Binance, avec maintenant où t'es invité, ce que tu développes, le côté auteur aussi, ça joue vachement, je trouve, tu vois, ça change comme une image. Merci beaucoup, j'ai travaillé pour ça, franchement, d'arrache-pied. Et tu vois, je voulais pas faire l'effet inverse, je voulais pas. On sait quel âge t'as ou pas ? Moins de 30 ans, plus de 25, c'est ce que je peux dire. Ok. Mais personne ne sait. Bon, tu veux faire une devinette ? Non, bah déjà c'est. En 5 réponses, tu peux tout. En tout cas, il y a entre 25 et 30 ans. Non, non, je me suis demandé.
Bon, je savais que t'avais pas non plus 60 ans ni 15 ans, mais. Salut Taylor. Ouais. Mais non, c'est toujours intéressant de. Et quand tu parlais de produits d'algorithmes, justement, comment aujourd'hui on peut justement se protéger de ça? Comment on peut lutter contre ça? Parce que c'est très très compliqué, comme c'est très vicieux. Ouais, mais faut en être conscient. Demande-toi pourquoi est-ce que tu vois ce que tu vois sur l'écran. Pourquoi est-ce qu'Instagram te montre ça? Pourquoi Twitter te montre ça? Pourquoi Facebook te montre ça? Demande-toi comment est-ce que ça arrive sur ton feed. Tu peux hacker n'importe quel compte ou pas? Ça, c'est la question depuis. Non. Franchement, non. Il se pourrait que le haut rabbinat puisse faire 2-3 choses relativement sympathiques. Ouais. Mais de dire je peux hacker n'importe qui, non, pas du tout, ça serait faux. Et il faut être très humble en cyber. Non, parce que je vois tellement de mecs qui se branlent un peu sur les réseaux. Enfin, sur des interviews qui disent je peux hacker n'importe quel truc, etc. Aujourd'hui, il y a des trucs où tu peux faire ban n'importe qui, avec des problèmes d'algo. Oui, tu peux signaler sur. Voilà, tu peux récupérer les comptes relativement assez facilement. Récupérer des arrobas. Voilà, récupérer des arrobas aussi. T'es en train de niquer le business. Tu sais qu'on a récupéré un beau arrobas. Hein. Ouais. J'espère que c'est pas arobas cher, c'est parce que je devais vous le vendre. Franchement, écoute, je suis vraiment très satisfait. Non, je m'en foutais de ça. Okay. On a récupéré. Pour moi, je trouvais ça lourd. Tu vois, toi, les gens trouvent ça naze. On a récupéré le arobase important. C'est beau, c'est beau les gars. Au début, sinon on allait t'appeler. J'ai dit sinon. On a tapé, on est passé par la Ligue Galway. Mais je suis a parlé direct avec le. Bah c'est très bien. T'as raison en termes de branding, c'est magnifique. Ouais. Important, vraiment important. Important, que le mot. Magnifique. Félicitations. Maintenant, faut qu'on l'ait aussi sur TikTok et sur. D'ailleurs, c'est ça qu'on t'a fait venir. Donc du coup, en live, tu vas pouvoir sortir l'ordi et nous montrer. Je l'ai ramené en plus. Donc si tu veux nous récupérer sur tous les comptes, non, mais en tout cas, on est content. On l'a déjà récupéré sur Insta et sur Trades, donc. Magnifique. C'est du beau branding. Ouais, franchement, c'est lourd, je trouve, tu vois, dans des... Et quand tu parlais justement, aujourd'hui, tu as focus sur ton image, sur ton branding, c'est quoi aujourd'hui un peu tes business models? Comment tu le monétises? Comment ça se passe, la partie business sur les livres, sur tout ça? Alors, comment tu gères? L'écrivain est à la... L'écrivain, c'est un esclave, clairement. Genre, aujourd'hui, le business model de la littérature, enfin, c'est pas un esclave, mais il est payé au lance-pierre. C'est bien pour l'image. Un petit peu comme l'agriculture, c'est bien pour l'image. C'est toi qui produis toi-même tes livres ou tu passes par une distribution? J'ai une maison d'édition. La Martinière, qui est genre le 3e plus gros groupe de France. C'est pas mal. Mais si tu veux, au début, ils m'ont dit, vas-y, on va t'imprimer 1000 livres. Ils pensaient qu'on allait en vendre 1000. J'ai fait Ardisson. Ils ont sous-estimé le rabbinat. Ouais, ils ont sous-estimé la synagogue, frérot. J'ai fait Ardisson, c'était ma toute première télé. On a vendu les 1000 livres le soir même. Ouais, aujourd'hui, on est genre à 30 000 exemplaires vendus sur mes 2 livres confondus. Néanmoins, tu gagnes pas énormément d'argent. Je t'en fous, mais franchement, d'avoir vraiment cette corde à son arc d'écrivain ou auteur ou peu importe, t'appelles ça comme tu veux, c'est incroyable. Moi je trouve ça. Il y a un petit projet en cours. Ouais, moi franchement, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on est dessus et je pense qu'il y a, tu vois, il y a un temps pour tout. Mais franchement, je pense qu'il faut être légitime, faut avoir quelque chose à raconter. Tu vois, tous les gens qui écrivent des livres pour écrire des livres. Je suis pas pour, mais c'est vrai que j'en ai jamais fait vraiment sorti ni rien. Mais je pense que quand t'es légitime et que t'as un truc à raconter, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. En plus, voilà, les gens aiment les livres, on va pas se mentir. Et puis ça revient de plus en plus. Hein. C'est un très bel objet, c'est magnifique. Et c'est un truc que tu jettes pas. Tu vois, c'est ouf. Mais ce qu'on disait la dernière fois, en fait, t'offres un livre à quelqu'un, il le lit pas, il le met dans un tiroir sur une bibliothèque. Un livre, ça ne se jette pas. C'est un truc de malade. Mais non, bravo, en tout cas, Merci beaucoup. Non, c'est top. Et j'essaye d'innover un petit peu dans le milieu de la littérature. Mon 2e livre, Princesse Data, il y avait une couverture en réalité augmentée. Tu scannes le livre et la couverture s'anime. Okay. C'est le premier écrivain à avoir fait ça en France. J'en suis relativement fier. Et j'essaye d'associer chaque livre à un hack. Donc, mon 3e livre, normalement, il y aura un 3e hack. Voilà, on verra ce qui va se passer. On va rester quand même dans la légalité ou quelque chose de sympathique, quelque chose de cachère. Mais voilà. Et donc du coup, t'as la partie livre. Voilà, j'ai la partie livre. Après, t'as tes invests dont t'as parlé que toi tu fais après à causer. Voilà, mais ça c'est. Voilà, perso. C'est perso. Sinon, en termes de revenus, là donc du coup j'ai une série avec Canal, j'ai touché de l'argent. J'ai un sponsor sur la série, j'ai touché de l'argent. Je suis ambassadeur pour Binance aussi également. Après, il y a le côté plus influenceur classique, mais c'est vrai que jusqu'à présent. J'ai une ascension qui a été fulgurante relativement fulgurante parce que j'ai fait l'émission de Guillaume Play, Jimmy Laveu, le QG, j'ai gagné 150 000 abonnés en 2 jours. Sur YouTube, ouais. J'avais 0 abonnés. YouTube, c'est très 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 dur de monter en termes de... J'avais 0 abonnés. Ouais. La vidéo, elle a fait, je crois que c'est la vidéo la plus vue de leur chaîne. Cartonné, j'avais vu. Et elle a plus de 3 millions de vues aujourd'hui. Et j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai créé ma chaîne YouTube le jour où j'ai fait l'émission et j'ai gagné 150 000 abonnés en 2 jours. La conversion, elle était folle. Bon, de dingue. Et je voulais pas, en fait, tu sais, être le cliché du mec qui pop très rapidement et qui redescend aussi vite.
Et donc, du coup, j'ai focus sur le branding plutôt que d'arriver et dire regardez, je peux vous vendre ça, je peux vous vendre ça, je peux faire ci, je peux T'as pas sorti une formation sur l'IA, sur la protection Non. En plus, on en parlait justement du fait que toi, t'avais toujours voulu rester focus sur ce que tu faisais avec un truc vraiment qualitatif ou vraiment avec de la vraie valeur. Ça me tient à cœur. Rabin des Bois, c'est le projet de ma vie, donc je serais stupide en fait de tuer ton image pour un gain court terme. Pourquoi? Pour 500 000, pour 200 000, c'est nul. Moi Et c'est quoi un peu la vision que t'as avec ton personal branding? Du coup, comment tu veux le pousser jusqu'à où? Tu veux faire quoi? C'est quoi un peu les ambitions avec? Franchement, l'écriture à fond, développer l'écriture à fond. Je suis admiratif de Lena Situation, par exemple, qui arrive à vendre 400 000 livres et qui gifle tout le marché. De Marc Lévy à Joël Dicker, absolument tout le monde en fait. Tu vois, elle a mis une baffe à tout le monde et les gens n'ont pas compris. Les gens l'ont attaqué, les gens n'ont pas compris, mais je suis admiratif parce que ça illustre en fait que si t'as une vraie connexion et que t'es authentique avec ton audience, là, je sais elle sort sa propre maison d'édition si je dis pas de bêtises, mais je suis admiratif en fait parce que tu vois, elle avait 2 millions, 3 millions d'abonnés, quelque chose comme ça, et elle fait une conversion de 10%. C'est dingue. Ouais, c'est quelque chose, genre, je pense pas que les gens réalisent. Et on est sur un livre qui est le plus bel objet du monde. Genre, t'achètes un livre, c'est pas quelque chose de, enfin bref. Et je vais voir dans quel business model est-ce que je m'oriente. Après, il y a moyen aussi que je crée ma propre maison d'édition et que je fasse un deal avec Amazon pour toucher plus d'argent et que ça soit plus simple parce qu'aujourd'hui, tu vas sur rabindesbois.com, il y a la liste excusez-moi pour la promo, il y a la liste de genre toutes mes interviews, mais tu peux pas acheter mes livres directement. Enfin, soit sur Amazon, soit tu vas en librairie, Fnac. J'aimerais bien pouvoir vendre mes propres livres et gagner plus d'argent du coup là-dessus. C'est vers ça que je m'oriente. Et sinon, après, avec Canal, là, j'ai une bonne relation. J'ai des belles idées de concepts télévisuels, j'ai des belles idées d'émissions. Tu vas quand même à fond dans le legal, ouais. Ouais, totalement. Ouais, t'as fait le switch complet. Totalement. Ouais. C'est ouf. Non, c'est bien, c'est top. Dans le crime, il y a de l'argent, mais moi, c'est fini pour moi tout ça, très honnêtement. Ouais. Et j'ai jamais été un grand bandit, tu vois, donc ça sert à rien de focus sur un truc qui va me faire du mal, en fait. Bien sûr. Je préfère... Aujourd'hui, Rabin des Bois, ça marche très bien, j'ai beaucoup de chance. Et tu peux construire sur le long terme et tu sais que ça va tenir et que c'est solide, quoi. Exactement. Et en plus, avec ce que tu fais aujourd'hui, je pense que ça peut vraiment aider énormément de personnes aujourd'hui qui pourraient tomber dans des arnaques, dans des choses. En fait, ça a un vrai impact, en fait, sur les personnes. Mais même en termes de motivation, c'est-à-dire que moi, j'ai plein de personnes qui m'ont dit, écoute, j'ai découvert la cybersécurité grâce à toi, parce que bon, là, je te fais le juif folklore, tout ça et tout, tu vois, mais si tu lis mes livres, tu verras que c'est... Ouais, il y a de la profondeur, de la technique, il y a des choses, voilà, exactement. Et donc, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, j'ai découvert ce milieu-là grâce à toi, je m'y suis intéressé, maintenant, je fais des études là-dedans, j'ai lancé ma boîte là-dedans. Ça, c'est... Et qu'on découvre une vocation, une passion. Ça remplit mon cœur de joie, frérot. Tu te rends compte? La beauté du geste, du truc, donc, je suis obligé de continuer là-dedans. Les gens m'ont tellement donné d'amour et de force que je serais le pire humain si jamais je continue pas là-dedans. Et vous, comment vous gérez un petit peu, je fais une transition un peu directement sur un autre sujet, mais sur Cherche, aujourd'hui, vous avez levé du coup effectivement beaucoup d'argent, 90 millions, avec le fonds de Peter Thiel. Comment vous gérez les questions un peu de cybersécurité? Parce que vu que vous, c'est principalement de la data en réalité ce que vous faites, même votre business. Après, bon, je vais pas en parler forcément là, mais c'est pas mon domaine. Ouais, c'est pas toi qui gères cette partie. Mais non, bien sûr, de toute façon, quand t'as une plateforme de trading où t'as énormément de users entre plusieurs pays, etc., c'est une priorité. C'est une priorité. Si tu me laisses attraper mon sac, je te montre un truc intéressant là-dessus. Vas-y, avec plaisir, vas-y, let's go. C'est un podcast. Oh non, en mode tranquille. Tu peux m'appeler qui tu veux. Hein. Attitude, comportement. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Tu vois par exemple ça. Donc on va montrer à la caméra sans que je monte mes clés parce que sinon voilà. C'est une YubiKey. Une YubiKey, c'est une authentification à 2 facteurs physique. C'est-à-dire que si t'as pas la clé, tu peux pas te connecter. Donc c'est vraiment le niveau de sécurité maximal. C'est obligatoire pour la plupart des développeurs dans les grosses entreprises, notamment chez Google, Apple, Facebook. Et donc je te dis n'importe quoi, mais genre si aujourd'hui je vais me connecter à mon compte Binance, ok, je vais me connecter sur mon téléphone et en fait au moment de la connexion, il va me dire insère la YubiKey et je dois mettre physiquement la clé dans mon iPhone pour pouvoir me connecter. Et là ça se débloque. Ce qui fait qu'en fait, même si demain tu trouves mon mot de passe, tu vas pas pouvoir accéder à mes comptes. Et si tu l'as pas, tu fais comment? J'en ai une deuxième. Du coup, forcément, il t'incite à avoir une deuxième, avoir un backup que tu gardes dans un coffre-fort en banque pour être sûr justement que si tu vers la première, t'as quand même un accès. Mais donc, du coup, moi, l'intégralité de mes réseaux sociaux, l'intégralité de Binance aussi, tout ce que je fais, en fait, je sécurise tout par une YubiKey. Parce que je sais que... Et ça coûte combien? Ça coûte que dalle. Ça coûte entre 20 et 80 euros en fonction du truc. Tu vois, là, il y a l'ancien USB des Apple précédents, mais il y a USB-C, il y a des trucs en USB classique. Mais concrètement, en fait, là où je veux en venir, c'est que les gens n'ont même pas idée
des tentatives de hack qui peuvent se produire. Tu vois, par exemple, Shares, ils sont obligés, en fait. Ils sont obligés d'avoir une équipe en cybersécurité, ils sont obligés d'avoir des gens qui sachent ce qu'ils font, parce que à partir du moment où tu as des informations, tu as une plateforme, c'est essentiel. Ouais. Et je pense que les gens devraient commencer à se former là-dessus un petit peu. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent se faire hacker extrêmement facilement, en fait, et ils s'en rendent pas compte. Et ce serait quoi pour toi un petit peu les conseils? Alors, c'est très implémentable que je parle pas de si jamais tu as la plus grosse boîte et que tu pèses des dizaines et des dizaines de millions. Pour monsieur et madame tout le monde, un petit peu justement des practices, tu vois, qui sont vraiment utiles et pertinentes à mettre en place, tu vois. Alors, qu'on devrait tous un peu faire, tu vois. En termes d'hygiène numérique, il faut partir du principe déjà que si tu utilises les mêmes mots de passe tout le temps sur les mêmes plateformes, au bout d'un moment, tu vas te faire avoir. Parce Qu'est-ce que tu fais, toi? Non, moi, c'est vrai que je change, mais tu sais, au final, on est tu mets une petite variante, tu mets on est tous un peu pareil. On met tous 50 mots de passe différents, et à la fin, quand on va se connecter, par exemple, quand on achète le nouvel iPhone, impossible de se rappeler. Ouais. C'est horrible. Mais tu te rappelles pas en vrai de vrai. Soit tu utilises un gestionnaire de mots de passe, comme OnePassword, LastPass, quelque chose comme ça. Ouais, mais quand par exemple, je sais quand tu achètes un nouvel iPhone, même si tu passes toutes les données d'un téléphone à un autre, tu es obligé de remettre les identifiants. Ouais, l'iCloud. Tu es obligé de remettre ton identifiant iCloud. Après, et même sur, par exemple, tu vas sur Snap, il te retélécharge Snap, mais tu dois mettre tes mots de passe, mais à chaque fois, pour moi, tu es obligé de les remettre. Il me semble que si tu enregistres tout avec iCloud et que tu changes de l'un à l'autre, c'est OK. Mais dans tous les cas, je vois où tu veux en venir. C'est-à-dire que tu retrouves avec une liste de mots de passe interminable et que tu dois te souvenir et que c'est extrêmement compliqué. Donc ça, tu peux utiliser un gestionnaire de mots de passe. Mais en gros, si tu utilises tout le temps le même mot de passe partout et qu'il y a un site qui se fait hacker, que la base de données est récupérée, le mec va essayer Taylor Swift 1, 2, 3 sur tous les trucs, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, ne pas avoir les mêmes mots de passe. Quoi d'autre? Avoir des adresses email qui soient différentes. Par exemple, mon adresse email crypto, c'est une adresse email qui est dédiée à la crypto. Personne ne l'a. Tu ne vas pas sur d'autres sites. Je la mets nulle part. C'est dédié pour ça. Comme si t'as un wallet, typiquement, par exemple, moi, ce que je voyais, c'était un wallet où t'as pas mal d'argent qui est dessus directement. Tu vas pas aller minter des projets ou aller choper des airdrops avec le même wallet. Tu vas aller en créer des différents uniquement pour. Tu vas pas mettre cette adresse sur Uber Eats. Ouais, ou voilà, tu vas pas le mélanger. C'est le meilleur moyen de se faire drainer son wallet, c'est ce que tu viens de dire. Donc, il vaut mieux éviter. Faut avoir ce que j'appelle des kamikazes. Tu crées des kamikazes et tu t'en fous et tu fais ça comme ça. Quoi d'autre après comme conseil qu'on peut donner aux gens? Des conseils intéressants. Donc potentiellement après, si vous avez vraiment peur et que vous avez des risques, utilisez une YubiKey, donc une clé de sécurité physique. Je connaissais pas du tout ça. Après, je connaissais. Non, je connaissais pas. C'est le niveau de sécurité maximal. On va tous aller l'acheter, on va tous se faire hacker. Ça va être celui qui a commercialisé. C'est sa clé. Tu te rends compte que c'est comme ça que je hack les gens, en fait. C'est une attaque mentale de niveau 3. Mais non, mais en vrai, tout le monde utilise ça, vraiment. Toutes les plus grandes boîtes du monde utilisent ça. Quoi d'autre comme conseil? Après, conscience numérique, ne pas cliquer sur tous les liens, tous les trucs. Ouais, de ouf. C'est pas parce que genre, il y avait un truc qui me rendait fou. C'est un mec qui reçoit un mail et il y a écrit bonjour officier de police judiciaire, truc machin, vous êtes accusé de machin, vous avez une amende de 8 000 € à payer. Frérot, si un jour t'as vraiment fait une dinguerie, la police elle va venir te chercher. Elle va pas t'envoyer un mail. Donc en fait, il y a un côté bon sens. Il y a un côté ne pas forcément avoir peur. Faut vivre avec son temps, essayer de s'éduquer par rapport à la chose. Et hygiène numérique, conscience numérique. Lire mes livres, t'es choqué. Voilà, c'est ça les conseils de la synagogue. C'est des beaux conseils, hein? Ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien, c'est des trucs de prévention, mais enfin, tu vois, même d'avoir des petits tips comme ça, c'est charmant. Là, c'est des trucs qu'on a tous besoin, on se rend pas compte au quotidien, et c'est le genre de truc où t'as pas de problème jusqu'au jour où t'as un problème et où ça peut vraiment être une vraie galère. Et la prévention, c'est dans tout ce que tu fais d'ailleurs, dans ta vie de tous les jours, que ce soit santé, que ce soit business, la prévention, c'est... Surtout nous, on a des business en ligne majoritairement, sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est vrai que c'est un truc où on est vachement peu éduqué quand tu prends toute la partie, quand tu vois le nombre d'heures moyennes qu'on passe tous par jour sur nos téléphones et comment on connaît peu justement le fonctionnement qu'il y a derrière sur tout ce qu'il y a, c'est choquant en fait la différence qu'il y a entre les deux, tu vois. Moi j'ai peur surtout pour les générations à venir, tu vois. Là, le réflexe, ton gosse il crie, il a 8 ans, tu lui mets l'iPad, tu lui mets le truc, le machin, c'est des enfants qui sont biberonnés et éduqués à l'écran. J'ai peur, je t'assure que j'ai peur et... J'ai peur que ça finisse mal tout ça, mais bon, on verra comment est-ce que les choses évoluent, quoi. Mais c'est vrai que plus le temps avance, plus le numérique prend une place énorme dans nos vies. Je sais pas si vous avez déjà fait le test de regarder votre temps d'écran sur votre iPhone. Franchement, tu sais que pour moi, c'est un des trucs. Mais c'est un truc qui me déprime le plus. T'es à combien? Là, hier, par exemple, tu vois, j'étais sur mon téléphone et et je voyais, il y avait marqué votre temps quotidien a augmenté de plus 8%.
J'essaie de le diminuer, et là, je vois qu'il a augmenté de plus de 8%. Franchement, j'ai pas envie de regarder parce que c'est une catastrophe. Mais, et tu te dis, mais comment tu restes 4 heures sur Instagram, par exemple, tu vois. Et au final, tu te rends compte, c'est vraiment simple. L'algo il fait pour ça en fait. C'est horrible. L'algo il fait pour te garder sur le truc et que tu consommes un maximum. Et c'est fou parce que tu vois, il y a des activités de tous les jours, t'arrives pas à prendre du temps, t'arrives pas à être focus. Et par contre, ça c'est comme de la drogue, t'arrives à aller sur Instagram et rester 4 heures dessus. 4 heures dessus, c'est passé comme être à la poste. Moi je pense que le truc qui est le plus dangereux dans ça, c'est le trouble de l'attention, tu vois, derrière, tu vois. Parce que la plus grosse qualité en vrai que tu peux avoir quand tu vas apprendre quelque chose dans un domaine ou quand tu veux réussir dans quelque chose, ça va être le focus que tu vas réussir à avoir dessus et comment tu vas concentrer ton esprit, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus compliqué, tu vois, pour tout le monde, tu vois, même pour nous aujourd'hui. J'en parlais en plus avec ma pote. J'en parlais avec Emma. D'ailleurs, si vous cherchez une prof de yoga, c'est gratuit, hein, c'est pas un placement de produit. Mais non, j'en parlais justement avec ma pote hier, juste ça, en fait, tu vois, le fait t'as de plus en plus mal à te concentrer. Tu vois, genre, c'est horrible. Ouais. Même moi, quand tu regardes un film, c'est beaucoup plus dur qu'avant de rester 2 heures d'affilée. Moi, je suis un putain de cinéphile, ok? Je suis un putain de cinéphile. J'aime vraiment le cinéma. Genre, vraiment, et sans prétention, j'ai une vraie culture. Tu vois, genre, j'ai mon meilleur pote qui est dans le cinéma. Donc, ça fait, déjà, j'aimais ça avant, mais ça fait 20 ans que je suis dedans, quoi. Enfin, que j'aime ce truc-là. Et, putain, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai du mal à mettre un film et rester focus pendant 2 heures, téléphone, truc, machin, c'est horrible. Et j'étais pas comme ça avant. Et pourtant, moi, je suis pas de cette génération. Alors, exactement, j'allais te dire ça. Imagine, nous, on a grandi, on est d'une génération quand même. Je suis pas de cette génération, ça qui est fou. On a connu le sans écran et l'avec écran. On se souvient c'est quoi jouer au foot et on se souvient c'est quoi aller sur Pokémon Rouge. Ok. Imagine les jeunes, imagine les gosses là qui sont en train de grandir, qui eux, ils ont été nourris à Fortnite. Mais son, tu le vois, à l'Apple Vision. Même quand tu parles à des gens qui ont moins de 20 ans, tu te rends compte que quand tu leur parles de cinéma, ils connaissent pas le cinéma. Non. Parce que en fait, ils ont jamais. Enfin, je fais une généralité bien sûr, mais il y en a plein qui ont jamais vraiment regardé de film. Tu vois, et ils connaissent pas parce que rester attentif pendant 2 heures sur un film, c'est impossible. Alors que normalement, tu vois, c'est la vie, quoi. Tu prends du temps pour tout, un peu de temps pour les réseaux, un peu de temps pour le cinéma, mais là maintenant tout est mélangé. Les réseaux sociaux ont niqué le cerveau. Mais ce qui est ouf en même temps avec ça, c'est que avec les réseaux sociaux, moi je vois par exemple, tu prends dans le business, par exemple, moi tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en regardant quasiment des vidéos YouTube au début. Donc ça veut dire qu'on n'a jamais été dans une époque où l'information est aussi accessible, et donc du coup ceux qui ont le pouvoir de réussir à se focus, mais ils ont accès à tout maintenant. Alors qu'avant ceux qui arrivaient à se focus c'était bien, mais t'avais pas accès autant à l'information et à autant de choses facilement. Donc aujourd'hui c'est pour ça que quand t'arrives à prendre le meilleur un petit peu des deux, par contre les opportunités que tu peux avoir, elles sont folles. Mais c'est pour ça que ça a jamais été aussi simple de gagner de l'argent sur Internet, clairement. Quelque part. C'est parce que tu vas avoir toutes les informations gratuites. Tu vas avoir 99% de personnes qui vont consommer le contenu et tu vas avoir 1% de personnes qui vont prendre action et qui vont passer à l'action. Comment moi je fais de l'oseille avec ça. Parce que t'as beaucoup de voyeurs hein, sur les réseaux, les gens regardent et au final ils passent par l'action. Mais quand t'arrives à combiner ça fait que pour moi, on dit toujours qu'aujourd'hui c'est un peu plus dur qu'hier ou qu'avant-hier ou machin, etc. Pour moi, ça a jamais été aussi facile vraiment qu'aujourd'hui. Je suis d'accord avec ça. À partir du moment où t'as une connexion internet, frérot, le champ des possibilités il est infini. C'est incroyable. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Je voyais un truc, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais qui disait on a dans notre main ou dans notre poche toute la journée l'outil le plus puissant du monde et on l'utilise pour regarder des trucs débiles, genre sur TikTok, on pourrait apprendre le truc le plus fou. Des chiens et des chats qui courent après une balle. Et on a TikTok et on scrolle et on scrolle et on scrolle indéfiniment jusqu'à que ton cerveau explose et en plus ça te rend KO. Parce que t'as toujours d'informations tout le temps. Ça te rend chaos, ça te rend dépressif. Moi, j'ai la chance de pas subir ça, du coup. Je suis de l'autre côté de la barrière et je consomme très très peu Alors, si je consomme les réseaux, c'est uniquement d'un point de vue business. Je regarde ce que fait la concu, je regarde ce que fait les créateurs de contenu. Mais sinon, ça m'inquiète. Genre, si un jour j'ai des enfants, si Dieu veut, j'ai peur. Ça va être quoi? Il va grandir sous Apple Vision Pro, le frérot. C'est-à-dire, tu te rends compte même, juste l'expérience, tu parlais du cinéma tout à l'heure. Dans 10 ans, tu vas être avec ta femme, tu vas mettre le casque Apple et vous allez, vous deux, regarder dans un casque Apple différent. Et même là, tu l'as pas vu dans les rues de New York et tout, là, les mecs qui... Putain, tu les vois, ils sont avec leur casque, c'est chaud quand même, tu vois. Et puis tellement de relations, tu verras que même les relations après, elles sont totalement détruites. Mais j'ai vu un truc, il y a une étude, j'ai pas envie de dire de conneries sur les chiffres, mais c'était genre en gros t'as 80% ou je sais pas combien de pourcents de moins de relations sexuelles aujourd'hui. Je vais pas dire de conneries sur les chiffres, mais c'était énorme. Genre, en gros, chez les jeunes. Ouais, sur les jeunes, genre en gros, ils ont 80% moins de relations sexuelles aujourd'hui qu'il y a, par exemple, 10 ans ou truc. Il y a plus d'interaction sociale. C'est un truc de normal. Les gens, en fait, ils passent tellement de temps et je sais plus, t'as aussi le développement de la pornographie pour ça, de OnlyFans, de Mime, de tous ces trucs-là. Bien sûr, la business sexuelle, c'est un business de malade. J'ai anniversaire de ma nièce il y a des années et il y avait donc des filles, les garçons, tu vois.
on rentre dans la pièce et il y avait, ils étaient tous en train de jouer à la console. Et t'avais les filles de l'autre côté. Putain, mais je suis rentré, je suis, mais les gars, genre, ils étaient jeunes, tu vois. Ça se parle plus. Je leur ai dit, mais putain, mais lâche ta console, putain, t'as 50 filles ou 20 filles, allez leur parler, tu vois, sans parler de trucs, mais genre, je sais pas, va sociabiliser, va parler, t'as des filles. Non, les mecs, ils étaient entre eux en train de jouer à la console. Mais attends, moi, à mon époque, pourtant, tu vois, j'ai pas 50 piges, mais je sais pas, on allait en soirée, on se foutait de la console. On voulait que aller parler aux filles, tu vois. C'était... Et là, maintenant, tu les vois, ils sont comme ça derrière leur téléphone. Ils se parlent pas. La question, c'est est-ce que tu vas acheter le Apple Vision Pro là? Mais oui, parce que quoi qu'il arrive, je suis pour l'évolution et je reste un consumer. Donc, bien sûr que je vais l'acheter parce que c'est un truc technologiquement, c'est exceptionnel. Maintenant, je pense que comme tout, il faut le prendre avec des pincettes. Faut pas l'utiliser non-stop. Quand je vois le mec là, il y a une pub, un truc sur Internet qui a fait un putain de buzz où le mec il est aux toilettes. Il se téléporte. Putain, mais ça va, genre. Alors, ok, là, je pense que c'était bien pour un coup de buzz, tu vois, mais il y a un moment, genre, c'est comme tout. Pose-le. Si demain, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, je dîne avec vous, je suis au resto, je mets mon truc là, c'est un manque de respect. De ouf. Tu vois, c'est un manque de respect. Alors imagine ce que ça va être, parce que là c'est la première version. Donc il faut comparer l'Apple Vision à ce qu'était le tout premier iPhone, qui avait même pas 3G. C'est une révolution qui est imagine ce que ça va être. Ça va être les lunettes, ça va être des lentilles. C'est-à-dire quand t'auras plus la grosse batterie, que ça va être une lentille. On est tous morts les gars. Les relations humaines, ce que tu disais, c'est fini. Tu parleras, je peux te parler et t'as tous tes mails. En même temps, tu scrolles une meuf sur Insta, frère, parce que tu veux pas écouter la synagogue. C'est de la dinguerie. Mais pour revenir à ce que tu disais, tu vois, j'ai une phrase que j'aime beaucoup qui dit qu'avant, on utilisait l'écran pour fuir la réalité. Et maintenant, frérot, c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que t'es dans l'écran parce qu'en fait, c'est la réalité. Et tu vas dire qu'il faut que tu sortes dehors ou quoi, etc. un petit peu avant de retourner à ça. On est mort. C'est ouf. On est totalement mort. Et comme la réalité de l'un, c'est la folie de l'autre, le mec que tu rencontres, ça se trouve, lui, en fait, sa vie, elle est éclatée au sol et tout ce qu'il veut, c'est rester sur Internet. Forcément, les relations sociales se dégradent, le rapport humain se dégrade, les gens ne savent plus parler entre eux. Personne ne s'écoute. Les réseaux sociaux, en plus, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait monter les deux extrêmes d'un côté. Tout est polarisé. Il n'y a plus d'esprit critique. Genre, on est morts, les gars. Ils nous ont fumé de malades. C'est fini. On est des viandes. On est des pions sur l'échiquier. On s'est déplacés. Donc, faut garder ça en tête et. Ouais. Mais l'Apple Vision, ça fait encore passer un step dans tout ça. Hein. Je pense que c'est une vraie révolution. Apple, c'est des trendsetters. Ils se trompent jamais. Ils se trompent jamais. Le truc qu'il y a, tu vois, avec ça que je vois qui est ouf. C'est genre, tu sais, moi je voyais sur mes réseaux, la principale partie des gens que je suis, tu vois, c'est que des personnes qui sont en mode entrepreneur, qui sont que des gars à un certain step ou quoi. Parce que moi, ce que je fais pour ça, vu que je sais que je suis un consommateur de ça, et maintenant je sais que même moi j'ai pris l'habitude de scroller tout, alors que pourtant c'est mon métier, tu vois, les réseaux sociaux et que je maîtrise ça, je me suis dit, bon, je vais le retourner entre guillemets à mon avantage et je vais suivre que des personnes avec qui je sais que je vais apprendre des choses et que du contenu qui vont me donner des idées pour des contents ou quoi, et je retourne le truc dans un truc positif, tu vois. Et pour revenir, bref, au Apple Vision, je voyais par exemple récemment un pote à moi qui s'appelle Robin, qui lui justement l'utilisait on parlait par exemple de méditation, t'en parlais avec ta pote, directement, en fait, lui va utiliser ce casque-là pour pouvoir, ça va sponsoriser le podcast. Ouais, 10%, les gars. Tu vas hacker tous les comptes de yoga, tu vas tous les faire en redirection sur elle, on va tous prendre de l'oseille, c'est notre futur business. Allez. Mais en gros, tu vois qu'il y en avait qui allaient utiliser cette technologie-là pour se mettre dans des états méditatifs, de focus ou de productivité énormes, alors que les autres doivent être encore plus lobotomisés. Et je pense que plus la technologie va avancer, plus cet écart-là dont on parlait va se creuser et ça va être chaud. Ouais. Soit tu vas devenir la victime et la viande du produit, soit tu vas utiliser le produit pour tirer quelque chose et en faire quelque chose à ton Et ça, c'est le truc de l'évolution naturelle où malheureusement on peut pas aller contre pour moi. Et c'est soit tu t'adaptes et tu passes du bon côté, soit c'est chaud. Je suis d'accord. Ça, c'est chaud. Je suis d'accord avec vous, les gars. C'est triste constat de notre société, mais bon. Je pense que c'est comme ça, quoi. Après, il faut essayer de voir le verre à moitié plein. Ça va aussi pouvoir apporter plein de bonnes choses. Tu vas pouvoir regarder 3 matchs de foot en même temps avec l'Apple Vision. Trop bien. Tu vas pouvoir faire plein de trucs. Mais bon, c'est drame. Ouais. Moi, ça m'inquiète. Ça me fait peur. Maintenant, on va passer à un petit jeu de fin du talk show. Jure, c'est la fin déjà. Tu veux continuer? Non, en mode le temps, il s'est téléporté. C'est un plaisir de discuter avec vous, messieurs. Non, de toute façon, il reste des petites questions directement. On va faire un petit jeu, en gros. Je vais poser des questions à tous les deux. Okay. Et vous allez devoir me dire à chaque fois si c'est important ou pas important et pourquoi. Ok, branding. T'es chaud? C'est chaud. Toujours. Je remets la chaise. Bon, première chose pour aller en rapport avec justement ce qu'on disait là. L'IA, important ou pas important? Alors, l'IA, c'est important, bien sûr, c'est une révolution, c'est pareil, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, personne n'y connaît grand-chose, on va pas se mentir.
Moi, je sais que j'ai investi de plus en plus dans l'IA parce que ça fait partie de l'évolution. Et t'as investi dans quoi, par exemple? Dans plein de boîtes différentes, mais dans des startups dans la tech, dans l'IA. Ouais, plein. Et après, c'est vrai que t'as 2 écoles. T'as l'école Zuckerberg et l'école Elon Musk. Où Elon Musk te dit que l'IA, il faut la faire, mais il faut que ce soit encadré. Zuckerberg, il est plus un peu en roue libre, tu vois. Enfin, c'est un peu différent. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer parce que c'est encore une fois, c'est un domaine qui est en dehors de mes compétences. Même si j'essaie de m'y connecter tout le temps, de voir un peu ce qui se passe et tout. Donc, c'est incroyable, même quand tu vois ChatGPT, etc. C'est exceptionnel. Tu utilises au quotidien pour des trucs? Tu utilises pourquoi, genre? Mais pour tout. Pour tout. Ça a remplacé Google, même pour de la traduction, j'utilise pour tout. Pour la traduction, je te parle même pas. Et même, tu vois, j'ai fait du sport toute ma vie. Enfin, en tout cas, les 10-15 années, j'ai toujours fait du sport. Et là, j'en avais un peu marre, tu vois. Genre, j'étais un peu en baisse de motivation. Je dis, bon, vas-y, je vais refaire un programme. Pourtant, j'ai mes coachs, mes trucs, machin. Je dis, vas-y, tu sais quoi, je vais demander à ChatGPT qu'il me fasse un programme de prise de masse sur 3 jours par semaine. Il m'a fait un programme. Alors, ça vaut pas un coach qui va t'étudier, qui va regarder ta matière grasse, tes points forts, tes points faibles, parce que ça reste un truc basique, mais c'est exceptionnel. On peut plus dire, on peut plus faire, tu vois. Genre, c'est maintenant avec ça, tu peux tout faire. C'est limite badant. Ou quand je me pose une question, tu vois, par exemple, je sais pas, on parlait sur les heures de routine à lesquelles il fallait dormir et tout. Je sais, mais j'ai quand même posé à ChatGPT, j'ai fait à quelle heure c'est bien de dormir. Et là, ils te disent, peu importe à quelle tu dors, c'est bien d'avoir une routine, de se coucher à la même heure, de se lever à la même heure. Donc c'est Jérôme Chabon derrière ChatGPT. Ouais, vraiment, je te jure. Et non, je trouve que l'IA, c'est extrêmement important pour ça, pour un ChatGPT, mais aussi pour plein de trucs qui arrivent. Même les robots, tu vois. Les robots, je pense qu'ils arriveront avec l'IA, tu vois, où ils auront vraiment cette intelligence artificielle. Ça va être assez énorme. Donc, non, c'est important. Mais je pense qu'il faut encadrer et il faut comprendre que, moi en tout cas, je pense que tu remplaceras jamais un être humain par un robot ou par de l'IA. Mais c'est une bonne aide et c'est une putain de révolution. Et t'imagines, s'il y a 20 ans, on t'aurait dit tu peux parler à un logiciel, traduis-moi, je sais pas moi, la Bible en russe, tu vois, il peut te le faire. C'est fou. Et là, on parle de ChatGPT version amateur, mais quand tu upgrades et que tu passes à la version pro, tu as encore plus de possibilités. Donc c'est incroyable. Mais ça fait aussi flip parce qu'en fait, t'as pas cette interaction avec plein d'humains. Tu vois, tu peux parler en vrai à ton ChatGPT. Et je pense qu'à terme, tu auras des robots que tu pourras parler. Donc c'est bien. Moi, je suis pour l'évolution en général, parce que sinon on serait encore avec des pierres et on vivrait en forêt. Donc non, je suis pour. Mais bon, comme tout, tu vois, il faut que ce soit un peu encadré, quoi, ce qui est normal. Tu utilises ChatGPT au quotidien, toi? Non. Important, pour répondre à ta question. L'IA est extrêmement important. Je pense que c'est peut-être la plus grande révolution des 15 prochaines années à venir, clairement. Couplé à la robotique, ça me fait peur parce que la plupart des personnes, en fait, et du travail qu'ils font, en fait, vont devenir totalement obsolètes, si on est très honnête entre nous. J'ai peur que ça remplace énormément de corps de métier, en fait, et que beaucoup de personnes se retrouvent sans mais ce sera comme dans les films. Tu auras des mecs qui dirigeront des équipes de robots. Au lieu d'avoir 100 personnes qui travaillent dans un bureau, par exemple des entreprises ou quoi, tu auras 2 ou 3 mecs qui vont superviser le travail des robots. Ça, c'est comme dans les films. Comme dans les films. Et puis, même si les gens ils se foutent de notre gueule, quand il y avait les films type iRobot et compagnie avec Will Smith, où les mecs, ils avaient les voitures autonomes, etc. Aujourd'hui, on y est. T'as déjà pensé au fait que les films, c'était peut-être une façon de prédisposer, de préimplanter des idées dans la tête des gens pour le futur? De toute façon, les gens qui ont fait ces films-là, il n'y a pas, en fait, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on les prenait pour des fous, mais non, en fait, c'est juste une suite logique. Tu regardes Pandémie, c'est l'histoire du Covid, quoi. Tu penses qu'il y a le côté, comme il dit, justement, où c'était réfléchi, où c'était... Je pense pas, parce que pour connaître certains réals, etc., à un moment, tu vois, c'est pas non plus des magiciens. Je pense qu'ils ont une sacrée imagination. Villeneuve est un magicien, Nolan est un magicien. Ouais, mais c'est une imagination qui est proche de la réalité, tu vois, selon moi, je pense. Donc, mais après, voilà, c'est pas des mécènes, on leur a pas dit vous allez faire ça dans vos films. Je pense juste qu'ils ont une imagination qui projette la réalité. Et donc non, mais après c'est. T'en penses quoi, toi? De l'IA ou du film? Du film, là. Ouais, j'ai tendance. Le cinéma, là, quand même, on a quand même des très grandes choses. Pour moi, Christopher Nolan, tout ce qu'il a fait, c'est un perfect incroyable. Denis Villeneuve, incroyable aussi. Je suis très fan. J'attends Dune 2 avec impatience. Je suis très fan de cinéma. Il y avait là en première, d'ailleurs, hier. Ah bon?
Et j'ai pas été invité, frère. Ils ont oublié la synagogue. Ils ont oublié le haut rabbinat. C'est péché. Ils auraient pu m'inviter quand même. Le jour où sortira cet épisode, tu l'auras déjà vu en salle, mais... Ouais, effectivement, c'est vrai. Mais bon, t'as raté l'avant-première hier. Je suis très triste. Je vais envoyer des emails à qui de droit pour rectifier tout ça. Mais non, le cinéma est extrêmement important. Mais je pense que je rejoins ce que tu dis. Les gens n'arrivent plus trop à se concentrer, donc c'est dommage. Après, il y a aussi beaucoup de films qui sont faits, qui sont purement éclatés au sol. Ah oui, c'est des produits consommés. C'est quoi les films qui t'ont le plus mindfuck, que t'as le plus kiffé? Là récemment, c'est pas si récent, mais pour moi Tenet c'est un grand film, même si je sais que beaucoup ont pas trop aimé. Non, moi j'ai pas trop kiffé. Ouais, Tenet pour moi c'est un grand film, Interstellar grand film. Ah, Interstellar ça vraiment. Interstellar je pense que c'est quelque chose. Tenet je l'ai jamais vu. Hein? Tenet je connais pas. Oh là là là. Tenet c'est avec John David Washington. Pas caché. Le fils de Denzel, frère. Ouais, c'est un super film. Après j'ai pas vu. C'est autre chose, tu vois, c'est un... Tous les films de Denzel incroyables, tout ça. Non, c'est des classiques après, voilà quoi. Mais non, le cinéma a une place importante dans ma vie. J'aime beaucoup. C'est l'un des seuls moments où j'arrive à me relaxer et à shut down le cerveau. Et l'IA, du coup, pareil, important. L'IA, très important. Moi, là, Sam Altman, donc OpenAI et tout ça, je sais pas si vous avez vu, le mec cherche à lever, Là, j'ai vu, c'est énorme. 7 trillions de dollars. C'est-à-dire, c'est genre... Mais honnêtement, PIB je pense qu'il y arrive. Hein. Non, c'est impossible. C'est impossible. Peut-être pas autant, mais je pense que honnêtement, purin de méthane. Ouais, mais purin de méthane. Tu sais quoi, dans 6 mois, on va venir te voir. Mais qu'est-ce qu'il va faire de toute cette oseille? Ça me tétanise, frère. Qu'est-ce qu'il va faire de tout ça? Parce que le mec a quand même, bon voilà, il sait ce qu'il fait, quoi. Moi, ça me fait peur. Tout ça me fait peur, mais bon, on verra. Pour l'instant, on est encore au moment où t'arrives à voir quand c'est une IA ou quand c'est un humain. Le jour où vraiment t'as l'impression que genre le livre il est écrit par une vraie personne alors que c'est une IA, c'est la merde. Pareil pour tous les domaines artistiques. Mais pour l'instant encore ça va. Ouais, comme dans la musique où il y a de plus en plus de même les scénarios. Je sais qu'on en parlait avec Jamie. Aujourd'hui, tu peux créer un scénario quasiment sur ChatGPT. Tout est une question du prompt que t'as. C'est un truc de fou. Moi, le truc qui m'a fasciné, genre, tu vois, sur l'IA, sur ChatGPT, c'était le reverse engineering, tu vois. De comment, justement, aller faire le meilleur prompt, justement. Tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est, peut-être En gros, une IA va toujours te donner la réponse la plus probable à travers un prompt. Donc, le reverse engineering, surtout, je pense que ça, c'est... Ok, donc le reverse engineering, en gros, en fonction de ce que tu écris, tu vas avoir une réponse, mais tu peux très simplement aller à la fin de la boucle et remonter la chose pour essayer d'arriver là où tu veux. Par exemple, si tu dis à ChatGPT qui est Rabin des Bois, peut-être qu'il va te dire je le connais pas, ou peut-être qu'il va dire c'est un auteur truc machin. Mais si tu reverses le truc du genre connais-tu un auteur masqué juif français truc machin, et ben ça tu reverses le truc. Après en l'occurrence, peut-être que tu parles par rapport à des business. Ouais, mais en fait, je le parlais de ça. Je l'avais utilisé sur de la création de contenu. Et ça, c'est un petit insight que j'avais mis en place que je trouvais qui était ouf. C'était vraiment, par exemple, genre, tu vois, je prenais une vidéo de MrBeast. Okay. Je l'avais mis sur un logiciel qui faisait en fait que ça te prenait tout le texte de tout ce qu'il disait dans toute la vidéo. Et je demandais à ChatGPT, c'était quoi le prompt en fait qu'il aurait fallu que je fasse pour avoir ce résultat-là. D'accord. Donc en fait, il va me faire tout le prompt pour avoir une vidéo type et pour avoir exactement ce script-là de MrBeast. Et après, en fait, je vais pouvoir l'adapter légèrement en changeant quelques variantes par rapport justement, par exemple, à une vidéo que je veux faire ou quoi. Et je vais avoir un prompt et un résultat qui est d'une qualité qui est incroyable que j'aurais jamais pu avoir de base. Donc en fait, c'est vraiment le fait de prendre quelque chose, de demander à la machine qu'est-ce que tu aurais dû lui demander pour avoir ça, et après d'utiliser ça pour le faire, tu vois. Aller à la fin du truc. C'est ça pour remonter, tu vois, le reverse, tu vois, comme ça. Et ça, tu peux le faire après dans du business. J'ai pas pensé à faire ça avec YouTube, c'est extrêmement intéressant. Ah, c'est puissant. Faut que je fasse ça. C'est puissant de ouf. C'est très fort. Vous m'avez donné une idée là. Merci les gars. Taylor, toi pour toi, t'as quelque chose à... C'est quoi la question? Alors attends, je regarde, parce que j'avais plus j'ai voulu travailler la patate chaude dans ma tête. Moi là-bas, je sais même pas où on va. Non, j'allais dire... après, on verra si on le garde directement ou pas directement, mais il y a l'Ethereum, important ou pas important? Ouais, bien sûr, mais tout... ça revient un peu à la crypto dont on parlait tout à l'heure. Tout ce qui est lié à la crypto, au stock, bien sûr c'est important, on parle de crypto, mais les stocks, ça fait Mathusalem que ça existe et c'est primordial. Bien sûr, c'est hyper important. Après, voilà, toujours pareil. Moi, je n'ai pas de conseils en investissement. Tu mets pas juste tous tes œufs dans le même panier. Tu vois, tu gagnes 1 000 € par mois, tu mets pas 1 000 € dans le stock et en crypto. Non, tu mets une partie. Mais donc, pour quelqu'un, par exemple, je te prends un exemple, disons, pour quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, qui a développé un business, qui, par exemple, je te donne un exemple, a
disons 5 000 euros ou 10 000 euros de côté. Peut-être qu'il va se dire que si jamais il va investir sur des assets, par exemple comme des actions, des choses qui sont beaucoup moins agressives ou quoi, ça va être beaucoup plus compliqué de monter un step où ça devient intéressant. Et du coup, justement, ce genre de personnes-là, très souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont investir en crypto pour avoir un revenu qui va être beaucoup plus gros et beaucoup plus agressif pour après le réinvestir dans des assets plus safe. Toi, tu ferais quel chemin plutôt? Il n'y a pas de règle, en fait, c'est là où tu es le plus à l'aise. Moi, je peux pas te conseiller en investissement. Déjà, la seule chose, aller trader sur Shares. Et télécharger. Et c'est pas un placement de produit parce que. Utiliser mon lien d'affiliation. Utiliser le lien d'affiliation de Ravin des Bois. Mais non, voilà, bien sûr. Là, t'as ton lien, t'étais venu à la soirée qu'ils avaient fait. Ouais. Bien sûr. T'es lors de la soirée. Tu sais, frérot, moi, je suis un invité, je coûte pas cher. Je mange pas, je bois pas, tu m'invites, je viens. On avait passé la soirée à. On avait kiffé. Non, c'était cool quand on avait lancé le Shares en France. Mais non, moi, j'ai pas de conseil en investissement. Simplement, je le répète à chaque fois, genre, tu gagnes 5 000 euros par mois, 2 000, 1 000, 10 000, 100 000, peu importe, tu mets pas tout ce que tu as en stock et en crypto. Comme tu mets pas tout ce que tu as dans un business, forcément. On diversifie. Tu diversifies. Donc, maintenant, voilà, il y a pas, est-ce que c'est mieux d'investir en stock ou en crypto? Je pense que, et encore une fois, vraiment, je fais pas la pub de Shares ou quoi, mais, ce que j'aime avec Shares, c'est que par exemple quand tu vas sur Shares et que tu vois les profils ou les portefeuilles des différentes personnes, des premium investors, tu vois ce qu'ils tradent, tu vois leur rapport, leur ratio, combien ils ont gagné, sur combien de temps, etc. Donc même si tu connais pas trop, tu peux investir un peu et espérer, tu vois, faire un peu d'argent. Maintenant, penser que tu vas mettre 5 000 euros et que tu vas repartir avec 5 millions, c'est faux. Ouais. Tu vois, il y a un moment, ça n'existe pas. Mais ça, c'est dans n'importe quel business. Tu crois quoi? Tu vas mettre 1 000 euros dans une boîte, même en early stage, tu crois quoi? Que tu vas gagner 1 milliard d'euros? Non. Tu vas gagner peut-être plus, mais il y a un moment, il faut, tu vois, il faut remettre les choses dans son contexte. Mais non, moi, je suis à fond stock, je suis à fond crypto, je suis à fond, il faut le faire. Et puis, à l'époque, on n'avait pas du tout cette possibilité de le faire. Moi, quand on me parlait d'investir en bourse, je veux dire, c'était un autre level. C'était pas pour nous. C'était des boîtes pour moi tu gagnais des millions par mois et tu avais des brokers, des trucs qui faisaient pour toi. Aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que tout le monde peut le faire parce qu'on achète des parties, tu vois, en vrai, des fractions d'actions ou de crypto, peu importe. Donc, c'est exceptionnel. Donc, pour moi, ça te met dans le bain et je pense que quand tu investis un petit peu, que tu vois que tu gagnes un petit peu, peut-être demain, tu gagneras beaucoup plus en général, donc tu investiras beaucoup plus. Mais c'est exceptionnel. Il y a encore quelques années, tu ne pouvais pas faire ça. Donc non, pour moi, j'ai aucun conseil à donner à qui que ce soit, mais non, quoi qu'il arrive, même si on a investi, il ne faut pas tout mettre, mais il faut s'ouvrir à d'autres opportunités, bien sûr. Okay. Pour finir un petit peu le talk, toi directement, Rabin, ce serait quoi pour toi la chose la plus importante? J'aime bien poser cette question dont tu aimerais que les gens se souviennent en ayant regardé vraiment cet épisode. On a abordé plein de sujets différents. Pour toi, vraiment, c'est quoi n'allez pas chez Taylor, il n'y a pas d'oseille. N'allez pas le cambrioler ou quoi. Ni chez moi, d'ailleurs, il n'y a pas d'oseille. Ni chez moi non plus, les gars. Zéro, les gars. De toute façon, j'ai un Doberman et un agent de sécu. Voilà, sachez-le. Magnifique. T'as pris il pas longtemps, ouais, tu m'as dit. Ouais, j'ai acheté un chien. Moi, j'ai une mezouza et la protection de Dieu, voilà. Ouais, c'est bien. Mais... C'est une belle protection. Non, plus sérieusement... Ce qu'on a dit, je pense, le passage sur le produit de l'algorithme et comment est-ce qu'en fait tout ça peut te façonner, je pense que les gens doivent prendre du recul, vraiment. Genre, je sais pas l'âge que vous avez, ceux qui regardent ça, mais ouais, genre... Mais prendre du recul, tu fais quoi pour... Tu vas te faire bouffer, en fait. Si tu consommes le truc, vraiment, et que t'as pas le recul nécessaire et que tu prends pas la hauteur pour dire, attends, pourquoi est-ce que je vois ça? Pourquoi on monte ça à l'écran? Tu vas te faire bouffer de malade. Et... Donc ça me ferait mal au cœur qu'on arrive dans une société où les gens soient complexés par le manque d'argent, parce qu'ils ont pas le nombre d'abonnés qu'il faut, ils ont pas ce qu'on disait avec les certifs, tu vois, ça c'est extrêmement important de l'aspect social. Sinon, après, l'investissement, c'est extrêmement important. Investir aujourd'hui, pourquoi est-ce que les Américains savent que si tu mets dans les S&P 500, tu gagnes 8% à l'année? Pourquoi en France, on ne fait pas ça? Pourquoi est-ce qu'en France, c'est compliqué d'investir? Quand t'as 18 ans, les trucs, les machins, c'est chiant. C'est pour ça que moi, c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec Shares aussi. C'est parce que c'est une démocratisation de la chose, que c'est un réseau social où tu peux suivre ce que les gens font. Et pour moi, c'est essentiel. Moi, tu sais, on va peut-être terminer là-dessus, mais les premiers bitcoins que j'ai eus, je les ai eus de façon, voilà, pas très cachère. Tu sais à combien le bitcoin? Je vais pas dire parce que c'est une honte, frère. J'avais du bitcoin, ça valait moins de $1000, parce qu'à l'époque, sur le darknet, c'était la monnaie d'échange, le truc. Mais j'avais pas cette honte. Il a passé, pareil. 50 000 aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas quand on va sortir l'épisode, mais il est passé à 50 000. Ouais. Et j'en parlais, et c'est fou d'ailleurs aussi, tu vois, à quel point les gens, ils aiment quand c'est, tu vois, à la mode, tu vois, quand c'est dans la hype. Ouais. Il y a encore quand c'était à 15 000. C'est l'image. Il y a encore un an, quand c'était, je vais pas dire de conneries, hein, j'aime pas dire des chiffres faux, mais il y a à peu près un an, quand c'était à peu près à 15 000, 20 000, entre 15 et 20 000,
tout le monde me disait, mais Bitcoin, terminé. Ouais. Ça, c'est fini avec ce qui s'est passé avec les NFT, que des scams. Franchement, c'est de la merde, ça sert à rien. Aujourd'hui, là, les gens, ils pleurent pour revenir. Et c'est ça qui est fou. Les gens, moi, j'ai un truc à. Ils ont pas de quoi. Si j'ai un truc pour finir, en tout cas sur cette partie-là, sur cet épisode. Ne suivez pas la hype. Tu vois, genre vraiment. Mais dans tous les business confondus, ne suivez pas la hype. Suis ton propre. C'est un très bon conseil qu'on entend chemin, tu vois. Suis ton chemin. Si tu penses que, fais-le. Même si tu rates, c'est pour ça que je te dis, il faut pas tout mettre les œufs dans le panier. Même si tu rates, c'est pas grave, c'est une expérience. Et ça t'apprend. Et c'est ce que je disais même dans l'épisode tout à l'heure avec ma pote Christina, c'est que une mistake, une erreur, c'est pas une erreur, c'est une expérience. Une erreur, c'est si tu mets tout ce que tu as dans un truc. Ça, c'est une putain d'erreur. Mais si tu mets une partie que tu as perdu un peu, c'est le jeu. Tu peux pas gagner à tout bout de champ. Par contre, si tu as compris comment ça fonctionne, que tu ne fais pas la même erreur, là, c'est une putain de bonne leçon. Mais pour moi, vraiment, le meilleur conseil, c'est de cet épisode-là, en tout cas, c'est vraiment de ne pas suivre la hype. Si tu penses qu'il faut l'acheter, arrête d'écouter les gens là qui disent mais non, le Bitcoin c'est terminé ou ça. Je fais pas de conseil. Je dis juste, si tu as envie d'en acheter parce que tu penses que, achète, parce que là maintenant tout le monde se mange les doigts. Tout le monde se mange les mains, tout le monde se mange les doigts. Parce qu'ils se disent, putain, il y a un an, il était à 15-19 000, personne n'en voulait. Et bien sûr que ça allait remonter. Parce que si le Bitcoin. C'est là où tout le monde doit rentrer, tu vas avoir une bien sûr. Et là maintenant, il est à 50 000. Et t'as des gens qui en achètent. C'est un nature humaine. T'as des gens qui en achètent. Et même moi encore, il y a encore pas longtemps, j'en ai pris. Cher. Mais je m'en fous, tu vois, parce que comme j'en avais acheté quand c'était un peu moins cher. Ouais, tu DCA, ça average le price. C'est pas grave, au final, quand tu vois comment un peu, toi, l'évolution de ça, d'un point de vue personnel, en opinion, tu vois, sans faire de prédiction ou quoi, parce qu'on peut pas, tu vois. Investissement. Il a la fois avant de parler. Mais je suis pas d'investissement. Selon moi, est-ce que le Bitcoin va prendre, est-ce que les cryptos vont prendre? Je pense que oui, on peut le voir même avec Solana, Solana ça a été fou, qui a été assez incroyable. Et Solana, c'est pareil, tout le monde disait mais non, ça reprendra jamais. Mais il faut savoir que Solana, pourquoi il a été en chute libre? C'est uniquement à cause de FTX. De SBF et tout, c'est à cause de lui, il a tué Solana et ça a monté maintenant. Et c'est à cause de lui parce qu'ils étaient, tu vois. Mais la commu elle est forte chez Solana. Et là aujourd'hui, plus personne parle de FTX et maintenant Solana ça a grave monté. Et aujourd'hui, t'investissais à 50 000 euros il y a un an, tu prenais 500 000 aujourd'hui. C'est un x10. Hein. Même, je crois que ça a fait encore plus là. Et là ça va. Ça peut mais en tout cas, moi je sais que là, quand tu vois par rapport à la TH, de ce que moi j'ai vu, c'est tombé à 12 et c'est à 100. Voilà, aujourd'hui, moi, tu parles de quand moi, tu vois, j'ai commencé à investir, etc. Ça a fait un x10 quelques mois après. Et tu te dis, putain, j'ai investi que X milliers d'euros, je vais x10. Imagine-toi, mais sans regret. Parce que là, c'est dans le bon sens. Imagine-toi, tu aurais investi tout ce que tu as. On ne sent pas le chiffre. Que tu es 1000 euros, tu es 10 000, tu es 1 million, que tu es 10 millions. Imagine-toi, tu aurais investi tout ce que tu as et qu'au final, ça ne remonte pas et que c'est la merde. Là, tu peux vraiment péter un câble. Je préfère avoir ce regret, tu vois, de me dire, bon, écoute, enfin, ces remords de me dire, voilà, j'ai investi que quelques milliers d'euros, mais au moins, j'ai gagné, plutôt que de me dire, putain, à me ressasser, pourquoi j'ai pas tout investi? Parce que, putain, j'ai vu tellement de trucs où tu investis tout et à la fin, tu perds tout. Donc, tranquille, tu vois. Et on fait pas de conseils. Ça peut être très, très violent, surtout dans ça. Hein. Donc, faut faire attention. Mais non, voilà, moi, je dis juste de pas suivre la hype, de s'éduquer. Clairement de s'éduquer parce que les gens s'éduquent pas assez et ils pensent qu'ils vont suivre Pierre-Paul Jacques et ça va le faire. Non, faut s'éduquer avant même tu vois, d'investir, de trucs, de machin. Et après, effectivement, tu vois, faire un truc parce que tu le ressens, parce que tu as envie de le faire et que tu as ce sentiment. Mais moi, je déteste suivre la hype parce que quand tu suis la hype, il faut que tu aies 40 coups d'avance. Faut avant même que tu vois que ce soit dans la hype, que tu sois déjà prêt à y aller. Tu sois déjà dans le train. Exactement. Et moi, je sais que tous les business que j'ai voulu faire de hype, heureusement, j'en ai pas fait beaucoup. Le très peu que j'ai fait, ça n'a jamais marché. Comme quoi, par exemple? Même les NFT. Ouais. Merci. Franchement, j'ai acheté des gribouillis à je sais pas combien de milliers d'euros. Mais bon, après, tranquille, genre, tu vois, genre, tranquille, c'est la vie. Mais pourquoi je m'en fous? Parce que j'ai investi quasiment rien par rapport à ce que j'ai. Mais imagine-toi, j'aurais tout investi. Si ça avait fait fois 1 milliard. Ouais, mais sinon. Mais moi, ça n'arrive pas. Moi, je sais que ce qui marche, c'est quand je vais travailler tous les jours. Je dis pas que ça va marcher à la fin, mais j'aurai beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Et au moins, j'ai pas de hype. Je me dis, putain, ça n'a pas marché, j'ai tout fait. Mais là, putain, dépendre de quelqu'un,
ou d'un mouvement, d'un marché. Non. Investis un peu. C'est pour ça que j'ai pas de regrets sur le Bitcoin. J'en avais quand ça valait moins de $1,000. Bien sûr. À cause de mes activités, voilà. Que t'aurais pu faire. Et j'aurais pu faire. Et c'est pas un conseil d'investissement, c'est les deux trucs. Non, c'est pas un conseil d'investissement. J'aurais pu faire x60, tu vois. Mais le truc, c'est que j'avais pas la conscience à l'époque, tu vois. J'étais beaucoup plus jeune. Je savais pas, en fait, que c'était un asset, que ça pouvait monter et tout. Donc, je m'en veux pas. Mais effectivement, faut pas follow la hype. Et généralement, quand tu reçois le message de ton pote qui crachait sur le Bitcoin quand il sera à 80 000 et qui dit est-ce que je dois en acheter maintenant, c'est là où il faut vendre. C'est là où il faut vendre, tu vois ou pas. J'ai tellement de gens à chaque fois qui me disent est-ce que tu crois moi je te dis plus rien. Ouais, bah oui. Fais ce que tu as envie, tu veux l'acheter, achète-le. Même moi, tu vois, j'en ai encore acheté il y a pas longtemps, il était encore haut, tu vois. Mais c'est pas grave. Tu penses quoi des institutions qui en prennent maintenant dans leurs réserves? Typiquement, j'avais vu, je crois que c'était le Salvador directement qui avait fait ça. Je sais plus comment il s'appelle, Bukele, je crois, le président du El Salvador. C'est un mec extrêmement intelligent déjà qui a explosé toute la criminalité qu'il y avait là-bas. Je trouve ça smart quand tu vois que Grayscale est en train de s'exploser, que BlackRock s'expose. Bon, même si ce qui s'est passé. Même si c'est pas beaucoup, tu vois, par rapport à ce qu'ils ont vraiment. Je trouve que ça illustre un petit peu vers quoi notre société est en train de se tendre. Et surtout, juste le Bitcoin, c'est trop bien. Si tu veux envoyer de l'argent à n'importe qui, à n'importe quel moment, avec le peu de frais possible, tu utilises Bitcoin. Ouais, ça, parce que quand tu vois même les frais, pourtant, tu vois, moi je suis un pro banque. Tu vois, j'aime les banques, j'aime les institutions comme ça. C'est vrai qu'on va pas se mentir, quand tu demandes à ta banque d'envoyer de l'argent, c'est long, frère. C'est long et elle te pose la question. Mais oui, tu vois. Alors c'est ton oseille. J'ai pas envie de faire un truc cliché parce que je vois tellement d'interviews des gens qui parlent, qui disent c'est pas cliché. Je dis juste que quand tu demandes à ta banque de retirer de l'argent ou d'envoyer de l'argent à quelqu'un, ils te demandent pourquoi. Ouais, alors que c'est ton oseille. Attends, j'ai envoyé de l'argent sur pas beaucoup en plus, pour acheter un truc aux États-Unis. 3 millions. La banque m'a dit est-ce que je peux avoir l'adresse de la personne et plein de renseignements. Je me dis attendez, vous avez les RIB, vous avez toutes les informations de facturation, pas où l'adresse de la personne. Genre je veux dire pourquoi pour que ça reste mon argent. Si j'ai envie de lui envoyer, je lui envoie. Tu vois ce que je veux dire. Bon après ils te disent oui c'est TracFin qui te dit. Ok, mais TracFin, genre, c'est pas parce que tu envoies 500 balles à quelqu'un que tu vois, genre. Ouais, fondamentalement, c'est de la dingue. Alors, c'est pas 500 balles, mais c'était pas non plus 500 000, tu vois, genre, c'était pas énorme. Tu te dis, putain, genre, tu te rends compte, je demande juste d'envoyer quelques. Voilà. De ton argent perso. De ton argent, et tu dois te justifier, mais laisse tomber. C'est abusé, tandis que sur des bitcoins ou sur de la crypto, bon, après, je pense qu'un jour, un moment donné, ça va vraiment se réguler, mais avec les institutions. Mais bon, aujourd'hui, voilà. Bon, écoute, je pense que c'est bien d'avoir les deux. C'est vrai que la banque, on va pas se mentir, ça reste quand même un truc safe. C'est quand même un truc safe. Hein, je veux dire, t'as quand même moins de chances. Bien sûr. Même si on l'a vu avec la crise des subprimes et différents, tu vois, les événements qu'on a eu dans le monde où les banques peuvent faire faillite. Silicon Valley Bank récemment. Voilà. Mais je pense que t'as moins de chances de perdre ton argent à la BNP. Oui. Que de perdre ton argent sur toi-même avec ton ledger. Voilà, exactement. Oui, donc voilà, faut juste être voilà, tout est à prendre. C'est des conversations qui sont à prendre un peu avec des pincettes, bien sûr. Avec du recul. Mais voilà, c'est pas des conseils, c'est pas des trucs. Moi, c'est juste une opinion totalement personnelle. Mais non, voilà, pour finir, pour moi, c'est pas suivre la hype. J'ai un petit autre sujet que j'aimerais bien juste qu'on aborde quand on creusait justement par rapport au Apple Vision, à l'évolution un petit peu de la société. Vous, si vous avez des enfants, comment vous allez justement. T'as pas d'enfants toi aussi, Robin? Non, un jour si Dieu veut. J'ai même pas de femme déjà, juste. Déjà, tu peux passer l'annonce. Déjà. Il n'y a pas ton visage en fait. On va éviter quand même. Mais demain, justement, la question c'était plus par rapport à l'éducation justement des enfants dessus, par rapport notamment au numérique. Toi, demain, par exemple, tes enfants, comment tu vas gérer ça? Est-ce que tu vas leur dire que c'est à partir de tel âge de téléphone? Comment tu vas gérer avec eux? Comment tu vas leur expliquer? C'est compliqué parce que franchement, j'aimerais pouvoir te dire une réponse concrète et tout, mais je sais pas quand est-ce que je vais avoir des enfants. J'ai même pas de femme encore. Ça se trouve, tu sais, le monde il aura grave changé d'ici 5-10 ans, quoi. Et ce que je vais dire aujourd'hui n'aura pas vraiment de poids dans 5 ans à 10 ans. La seule chose, c'est que faut mettre la priorité sur le côté humain. Je vois tellement de gosses qui grandissent et ils sont incapables de. Il y a rien de vrai, frère. Ils sont full fake, full iPad ou iPhone toute la journée. Ça va devenir des coquilles vides, frère. Ça va devenir des enveloppes corporelles dénuées d'émotions, de sens, et ça me fait très, 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 très peur. T'as vu la puce là, Elon Musk? Neuralink. C'est une dinguerie aussi, ça. Ça, on va pas parler, mais ça, c'est. Je suis en dépression, je suis en rasera. Moi, j'ai pas envie d'entrer dans ces trucs-là, tu vois. J'espère juste que des trucs type Neuralink pourra t'aider, par exemple, à faire de la prévention sur des cancers, des maladies d'Alzheimer, etc. Ça, c'est sûr, et ça, c'est exceptionnel. Après, je pense qu'on n'est pas du tout. Moi, je suis pas prêt à mettre une puce dans le cerveau parce qu'on n'a pas de recul. Mais
franchement, j'ai revu un film encore tout à l'heure, hier, Passengers s'appelle, avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence, où c'est vrai que tu te mets dans une capsule, ça te voit toutes les maladies que tu as et ça te les répare. C'est exceptionnel. Et je pense qu'à terme, et je le souhaite que ça existe, parce que pour moi, c'est encore pas normal qu'on meure d'une maladie, d'un cancer, c'est pas normal. Ça change des vies, hein. Moi, j'ai perdu ma mère, j'avais 13 ans. C'est pas normal, tu vois, sur des maladies comme ça, normalement, on devrait, c'est pas normal. Faut vraiment aller dans ce sens-là. Après, moi, je veux pas rentrer dans ce truc-là parce que j'y connais pas assez, c'est pas mon terrain. Mais je pense que si des trucs comme Neuralink, ça sert pour des trucs comme ça. Par contre, c'est incroyable. Je serais le premier à le faire. Maintenant, après, si c'est pour me dire que tu peux aller sur Instagram, non. Mais par contre, si tu me dis que tu peux vraiment me prouver par A plus B que ça va m'aider, par exemple, à savoir si j'ai une carie, savoir si je vais faire un ABC. Tu vois, si je vais faire un ABC, savoir si... Putain, ça sauverait des putains de vies. Donc ça, je suis pour à fond, tu vois. Mais ça dépend dans quel secteur ils vont. Maintenant, si tu me dis que t'es connecté, que tu peux t'appeler... non, ça c'est mort, tu vois. Genre, non. Mais on verra ce qu'ils nous proposent, on verra si on achète. Peut-être que nos enfants seront beaucoup plus aptes Bien sûr. à prendre ça. Mais les gars, ce que vous devez retenir, c'est don't trust the hype, pas confiance à la hype. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Et il se pourrait que, voilà. Le conditionner toujours au cas où. Merci. Merci beaucoup. Les gars, merci à vous deux. Merci les frères, c'était un plaisir. Ce qui est important, c'est combien de fois vous allez remonter après tomber. C'est tout ce qui compte.